le contrat de mariage, fraîchement scellé à la cire rouge écarlate, fut claqué sur la table avec la déclaration que ses fiançailles avec le grand-duc Valdrova avaient été décidées. Le père, assis majestueusement derrière son bureau, demanda d'une voix glaciale s'il comprenait bien la signification de cette décision. Ferda Rosnova, abasourdie, resta pétrifiée, réalisant à quel point les mots fiançailles avec le grand-duc étaient cruels en cet instant. Pour un noble comme lui, les mots sortis de la bouche de son père n'étaient rien d'autre qu'une condamnation à mort inéluctable. Il n'avait plus que deux chemins devant lui, le premier était de refuser catégoriquement pour ensuite être banni de la famille et devenir un sans-abri. Le second était de ravaler son amertume et d'accepter ce mariage juste pour conserver une petite place au sein de la famille. Même si la fin impliquait d'être brutalement déchiqueté en morceaux. En tant que troisième fils d'une famille de chevaliers nés d'une concubine, il avait hérité depuis son enfance d'un corps extrêmement faible. Malgré ses efforts quotidiens pour s'entraîner, il ne recevait en retour que les murmures moqueurs des domestiques sur un incapable faisant des efforts vains. Bien qu'absolument personne ne prenne son parti autour de lui, il serrait les dents et endurait patiemment tout pour s'élever. Il se disait toujours que s'il n'arrêtait jamais ses efforts et faisait de son mieux, alors un jour viendrait où ce père sévère accepterait et reconnaîtrait son existence. Malgré son corps épuisé, il souriait avec espoir lorsque son frère aîné s'approchait pour l'interroger sur les rumeurs de son entraînement. Cependant, celui-ci portait simplement son épée sur l'épaule avec mépris, ironisant sur le fait qu'il se faisait de trop grandes illusions. Après une domination brutale qui brisa son épée en deux, il s'effondra le dos contre le mur, chassé avec des mots affirmant qu'un être comme lui n'avait même pas le droit d'essayer. Surtout avec ses yeux bleus océan considérés comme sales et abominables à leurs yeux. Les larmes au bord des yeux, tout ce qu'il désirait était d'être reconnu par la famille comme un véritable membre, mais il n'obtint en retour que de l'amertume. Lorsque le père, debout à l'étage supérieur, lui tourna le dos en silence, ne se souciant même pas de son fils effondré dans la cour. Dérivant dans un vide désespéré, il réalisa amèrement que le regard de la famille l'avait depuis longtemps complètement abandonné. N'ayant plus aucun regret, il se tint devant son père et déclara catégoriquement qu'il quitterait cette famille. En réponse à sa décision de partir, le père le regarda seulement avec des yeux sans émotion et d'une froideur extrême. Il accepta avec indifférence, fit immédiatement fermer la lourde grille de fer, le poussant hors du clan avec son petit sac de bagages. Avec la déclaration impitoyable qu'à partir de maintenant, il ne faisait plus partie de la lignée Rosnova. En regardant ses mains couvertes de cicatrices et de callosités dues à des jours d'entraînement acharné et incessant, le ressentiment en lui éclata violemment. Serrant fermement le joyau sur sa poitrine, ses yeux lancèrent une lueur rougeoyante pleine de colère face à l'injustice du destin. Un cercle magique cramoisi s'activa soudainement en dessous de lui, portant le serment de ne jamais pardonner à ceux qui l'avaient piétiné. Marchant dans la rue déserte, il jura de faire regretter au clan de l'avoir rejeté, et ce fut le jour où il devint officiellement un mage. Éveillant sa magie à l'âge de 18 ans, il commença à aborder les cercles magiques complexes. Pourtant, au lieu de formation magique, il fut jeté à terre, un bâton pointé vers son visage, avec le sarcasme que commencer à son âge était trop tard. Ensuite, les apprentis autour de lui se moquèrent sans cesse, estimant que son cerveau était trop rigide pour comprendre le principe de la puissance intérieure d'un mage. Ignorant les moqueries alentour, une aura de magie sombre explosa de son corps, terrifiant les apprentis paniqués. Car la magie qu'il déployait portait une étrange couleur cramoisie, alimentée entièrement par la haine et le ressentiment refoulés depuis longtemps. Plus il ressentait de rancœur, plus sa puissance devenait féroce, écrasant facilement ceux qui avaient osé le mépriser. Sa motivation vengeresse le propulsa au rang d'archimage du 6e cercle, et son seul but de retour fut la famille Rosnova. Il utilisa une magie impitoyable pour forcer les serviteurs qu'il avait autrefois humiliés à s'entretuer dans des cris et des supplications déchirantes. Il s'avança pas à pas au cœur du manoir, continuant à semer la suspicion pour que son frère aîné et son deuxième frère se massacrent l'un l'autre, pour finalement s'effondrer tous les deux dans une mare de sang dans leur destruction mutuelle. Finalement, il se tint devant son père, l'homme qu'il haïssait le plus, le regardant trembler et le supplier de mettre fin à ses jours. Serrant la gorge de son père, il lui murmura d'ouvrir les yeux pour voir la scène infernale cruelle de la famille qu'il avait lui-même si minutieusement construite. Forcé d'être témoin de toute cette vision impitoyable d'effondrement, le père s'effondra complètement et devint fou au milieu de la pièce jonchée de cadavres. Bien que tout ce qui était lié à la famille Rosnova ait été complètement anéanti. Les flammes de la haine brûlant dans ses yeux ne s'étaient jamais refroidies. Sa folie meurtrière se propagea à travers le continent,
poussant d'innombrables maîtres du royaume à l'encercler et à le considérer comme un ennemi public à détruire. Cependant, il survécut à tout cela, atteignant le rang d'archimage du 8e cercle, le summum absolu de la magie humaine, forçant même le roi à s'agenouiller et à se rendre. Tous les habitants du continent devaient trembler et s'incliner en soumission devant sa présence terrifiante. Devenu l'archimage le plus puissant, il savait que le monde le haïssait toujours et cherchait secrètement à se venger de lui comme il l'avait fait autrefois. Alors il était déterminé à atteindre le niveau du 9e cercle, le royaume des demi-dieux, pour posséder un pouvoir complètement écrasant. En feuilletant l'ancien grimoire à la recherche de l'ingrédient ultime pour percer vers le niveau de demi-dieu, il planta soudainement son poignard dans la page, stupéfait de réaliser l'ironie cruelle du destin. Lorsque ce dont il avait besoin pour percer n'était autre que le cœur du dragon de feu Valdrova, le grand-duc avec qui il avait été forcé de se fiancer des années auparavant. Sous le clair de lune tamisé au sommet de la montagne ardente, le destin savait vraiment comment se moquer des hommes. Chaque goutte de sang frais et cramoisi tombait douloureusement sur la pierre froide. Le gigantesque dragon de feu baissa la tête en soupirant, réalisant avec une amère surprise que celui qui avait été désigné comme son fiancé s'avançait maintenant l'épée pointée pour lui ôter la vie. Son corps ravagé le faisait cracher des gorgées de sang frais, serrant les dents pour endurer la douleur déchirante. Rassemblant ses dernières forces, il exigea avec haine que le tyran Valdrova meure docilement de ses mains. Abaissant son énorme tête, le dragon de feu admit calmement le titre de tyran, mais demanda curieusement pourquoi. Car depuis avant sa naissance, il s'était toujours caché dans un endroit lointain isolé du monde humain, ne comprenant pas quelle animosité le poussait à le haïr autant. Les yeux brillants de vaisseaux sanguins remplis de fureur, il rétorqua en demandant si le dragon pensait vraiment être innocent. Puis il pointa directement le dragon du doigt, l'accusant d'être la source de toutes ces tragédies, car c'était à cause de son avidité à demander un fiancé qu'il avait été banni par sa famille. Lorsque le dragon de feu, choqué, demanda si c'était vraiment de sa faute, il hurla immédiatement en affirmant que oui. Puis l'écarta avec rage, l'accusant que c'était son exigence cupide pour un compagnon humain qui avait poussé sa vie dans la tragédie. En entendant cela, les griffes du dragon de feu tremblèrent légèrement avec un soupir pensif en réalisant quelque chose. Voyant la réaction étrange de son adversaire, il se demanda avec méfiance ce qui venait de se passer. Mais ensuite il rejeta ses doutes, se réjouissant intérieurement que la dispute de tout à l'heure l'ait aidé à gagner suffisamment de temps pour accumuler son pouvoir magique. Avant de pouvoir lancer le coup de grâce, il s'arrêta brusquement lorsque le dragon de feu se dressa soudainement et déclara qu'il avait tout compris. Sans lui laisser le temps de réfléchir, l'énorme griffe du dragon s'abattit à une vitesse vertigineuse. Dans ce moment de vie ou de mort, il paniqua et rugit en hâte pour ériger une barrière magique afin de se défendre. Cependant, l'attaque écrasante s'abattit et déchira le bouclier, créant une énorme explosion qui secoua le ciel et la terre. Des gouttes de sang frais et cramoisi coulèrent sur son œil révulsé, témoignant de son échec cruel face à un pouvoir divin. Cependant, au lieu de l'attaquer, le dragon de feu plongea profondément ses propres griffes pour déchirer sa propre poitrine. Voyant le sang frais jaillir, il fut choqué, ne comprenant pas pourquoi le dragon se poignardait lui-même. Le dragon rappela qu'il avait besoin d'un cœur de dragon pour accomplir sa magie, lui faisant écarquiller les yeux en réalisant la folle vérité. Que ce monstre écrasait délibérément son propre cœur pour enterrer ses espoirs, le faisant paniquer et hurler en lui ordonnant d'arrêter. Une lumière magique aveuglante émana de la blessure alors que la griffe du dragon de feu s'enfonçait plus profondément dans le cœur. Considérant le cœur de dragon comme sa seule chance d'atteindre le 9e cercle, il déclara frénétiquement qu'il ne lui permettrait jamais de détruire cet espoir. Il libéra immédiatement un rayon de magie destructrice frappant directement le corps gigantesque du dragon de feu. Il rejeta furieusement toute dissuasion alors que l'explosion magique éclatait violemment sur le corps du dragon. Frappé par un coup fatal, le corps massif du dragon de feu chancela et fut sur le point de s'effondrer. Cependant, dans le tout dernier moment, sa griffe écrasa de manière décisive le cœur du dragon, enterrant complètement ses espoirs de percer. Le gigantesque dragon de feu s'effondra, le remplissant d'effroi à l'idée que le précieux cœur de dragon ait été écrasé. Mais en y regardant de plus près, ses yeux s'écarquillèrent en reflétant la lumière dorée éblouissante du cœur, toujours intacte. Il resta stupéfait à regarder le cœur de dragon étincelant placé sur la griffe, accompagné d'un murmure lui disant de l'accepter. L'événement se produisit de manière si inattendue qu'il resta sans voix, incapable de comprendre la raison pour laquelle. Soulevant le cœur de dragon brillant dans ses mains, il demanda à Valdrova pourquoi il était allé jusqu'à faire cela, car s'il voulait riposter, il aurait pu le vaincre depuis longtemps.
le dragon de feu le regarda avec tendresse, admettant tristement que c'était parce qu'il avait indirectement plongé sa vie dans des souffrances tragiques. Des souvenirs déformés refirent surface comme des ondulations sur l'eau, rappelant les pensées longtemps cachées de la grande bête démoniaque. Depuis très longtemps, le dragon de feu s'était toujours détesté et avait de la rancœur contre le sang violent coulant dans ses veines, qui le rendait incapable de contrôler son désir de détruire et de semer des désastres de manière déraisonnable. Une larme roula de l'œil enflammé du dragon, portant la douleur impuissante d'être incapable de retenir l'instinct destructeur de son espèce. Valdrova réalisa amèrement que son existence n'apportait que de la peur à l'humanité, et que s'il mourait, toutes les calamités cesseraient. Sous la forme d'une jeune fille chérissant des rêves de bonheur, elle comprit avec amertume que ce rêve stupide avait causé la tragédie de trop de gens. Une larme roula de l'œil fermé du dragon, mettant fin à son voyage rempli de douleur. Avant de fermer les yeux pour toujours, le dragon pria tristement pour que lui seul puisse trouver le bonheur grâce à cet ultime cadeau. Le corps massif du dragon de feu disparut progressivement dans le néant, ne laissant que le cœur de dragon radieux entièrement offert à lui. Une émotion étouffante sans précédent submergea sa poitrine, le laissant perplexe, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Serrant sa poitrine douloureuse, il se demanda pourquoi le sacrifice de son ennemi laissait un arrière-goût si amer. Il serra les dents pour endurer le déchirement intérieur, reprochant à Valdrova d'avoir ébranlé sa détermination jusqu'à la dernière minute. Se rappelant son but de combattre et le royaume de magie du 9e cercle juste devant ses yeux, il s'avança en chancelant. Et tendit lentement la main pour toucher le cœur de dragon imprégné de lumière divine. Soulevant l'essence du cœur de l'ancien dragon à deux mains, l'énergie magique violente pénétra immédiatement et se répandit dans chacune de ses veines. Chaque goutte d'essence dorée s'égouttait, se mêlant à la mare d'énergie la plus pure. Il rejeta la tête en arrière et hurla d'une douleur atroce, aspirant à absorber cette source de pouvoir pour dépasser les limites humaines et renaître en tant que demi-dieu. Une explosion d'énergie secoua le ciel et la terre, brisant tout autour lorsqu'il assimila officiellement le cœur de dragon. Cependant, au lieu d'un pouvoir inégalé, sa conscience dériva dans un espace sombre et silencieux. Flottant dans le vide, il était confus et ne comprenait pas ce qui arrivait à son âme. En regardant son propre corps spirituel lumineux, il affirma clairement qu'il avait absorbé le cœur de dragon. Mais il sentait qu'il tombait en chute libre dans un abîme sans fond vers la silhouette cramoisie de Valdrova. Dérivant à côté de l'illusion géante du dragon de feu, il se demanda si c'était un effet secondaire causé par l'absorption de son cœur. Lorsque l'énorme œil de dragon s'ouvrit soudainement, inondant son esprit d'un flot d'émotions écrasantes. Un flot de magie et de souvenirs inonda soudainement son esprit, lui faisant écarquiller les yeux sous le choc, réalisant que c'était ce que Valdrova avait enduré. Causant l'épuisement de son corps qui s'effondra dans les airs avec une exclamation amère. Des gouttes de sueur coulaient sur son visage bouleversé alors que tous les souvenirs tragiques du dragon de feu apparaissaient clairement devant ses yeux. Il réalisa qu'au fond du cœur du dragon de feu résidait un désespoir antique si profond qu'il rendait sa propre douleur insignifiante, une âme solitaire essayant pourtant d'embrasser le monde. Et qu'en comparaison avec elle, les flammes de la haine qui l'avaient poussé à prendre cette vie devenaient amèrement pitoyables. Tenant fermement sa tête baignée de larmes, il se demanda en s'étouffant quel acte horrible il avait finalement commis. Puis il regarda silencieusement l'image du passé, se demandant ce qu'il avait autrefois follement désiré, devenir un archimage, se venger, ou se transformer en demi-dieu. Lorsque l'image du petit enfant d'autrefois, assis assidûment à son bureau près de la fenêtre ensoleillée, revint silencieusement. Il réalisa douloureusement que la réponse n'était pas du tout ses folles ambitions. Mais que la seule chose qu'il avait toujours désirée depuis le début était simplement un foyer familial ordinaire rempli d'amour. Il murmura le nom de Valdrova dans un état de transe en réalisant qu'elle désirait aussi seulement une vie paisible et simple comme lui. Et se demanda si, au fond de son cœur, le dragon de feu n'avait pas autrefois porté exactement le même rêve que lui. De retour à la réalité, le visage couvert de blessures et de sang frais, il réalisa amèrement que tout était désormais trop tard. Alors que la silhouette de cette jeune fille s'était effondrée à ses pieds, se demandant quelle signification tous les pouvoirs de demi-dieu avaient maintenant. Ses yeux bleus océans pleins d'amertume versèrent des larmes douloureuses coulant sur ses joues maculées. Le flux magique du 9e cercle éclata lorsque la magie unique représentant le royaume des demi-dieux, appelée le vœu, fut officiellement activée. Portant l'intention de tout abandonner d'un être agenouillé au milieu du cercle magique doré et radieux, car sa vie actuelle était devenue complètement dénuée de sens. Sursautant soudainement et écarquillant les yeux, il entendit son nom appelé en écho depuis un espace familier. S'éveillant au milieu d'un bureau luxueux inondé d'un soleil chaud,
il se demanda confusément où il se trouvait. Pour réaliser avec stupeur que son père cruel, Herambalt Rosnova, était assis derrière son bureau, le réprimandant froidement comme un bon à rien inattentif. En regardant la scène familière autour de lui, il réalisa avec émerveillement intérieur qu'il avait véritablement été réincarné le jour même de cette tragédie. Le jour où son père déclara d'une voix froide que son mariage avec le grand-duc Valdrova avait été décidé. Cachant ses yeux profonds sous ses cheveux, il écouta en silence la question insistante lui demandant s'il comprenait le sens de cette décision. Un sourire indéchiffrable étira légèrement ses lèvres lorsque cet homme tenta d'utiliser le bannissement de la famille comme une menace. Il fit résolument un pas en avant, dissipant de lui-même toute l'impuissance et les regrets de sa vie passée. À la grande surprise de son père, il affirma catégoriquement qu'il avait parfaitement compris toute la situation. Puis, serrant fermement le joyau sur sa poitrine, il déclara avec aplomb que cette fois il ne fuirait pas, mais accepterait officiellement le mariage avec le grand-duc Valdrova. La nouvelle se répandit rapidement, causant un choc immense à Huron Rosnova, son deuxième frère aîné, en apprenant que son petit frère inutile osait accepter les fiançailles. Il interrogea le domestique avec suspicion, pensant que son frère lâche appréciait sa vie et n'était pas assez fou pour courir à sa propre mort. En entendant le rapport du domestique selon lequel il avait chassé les serviteurs et resté barricadé dans sa chambre, il ricana avec un mépris plein d'ironie. Huron se frotta le menton avec un sourire malicieux, exigeant d'aller dans la chambre de son frère pour le narguer et voir son visage craintif et douloureux. Tandis qu'à l'intérieur de la chambre, Ferda écoutait très calmement les bruits de pas qui se précipitaient vers lui. Huron défonça agressivement la porte, hurlant de façon moqueuse pour demander pourquoi Ferda n'avait pas encore fait ses bagages pour partir. Pour être immédiatement pétrifié de choc face à la scène complètement contraire à ses suppositions. Sans pleurer, sans supplier ni paniquer comme avant, Ferda était impeccablement habillée, debout devant le miroir, préparant ses bagages avec un calme absolu. Ajustant légèrement son col, il se tourna pour rappeler à son arrogant frère qu'il devrait apprendre à frapper avant de faire irruption dans la chambre des autres. Face à l'incompréhension de Huron, il expliqua avec désinvolture que le renvoi des serviteurs visait à devenir indépendant et à s'habituer à une vie sans domestique. Huron força un sourire face à l'attitude étrange de son frère, balaya l'affaire et lui demanda s'il comprenait vraiment la signification de ce mariage. Avec un regard d'un calme glacial, il répondit qu'il savait parfaitement que ces fiançailles signifiaient que la famille voulait le jeter hors de la maison. Huron fut embarrassé par cette réponse posée, la rejeta et insista sur le fait que ce mariage était en réalité une condamnation à mort pour lui. Baissant légèrement la voix, il affirma qu'il connaissait très bien les événements passés. Que le premier fiancé désigné pour Valdrova était le troisième prince de l'Empire. Ce prince était l'homme parfait, doté d'une intelligence exceptionnelle, d'une belle apparence, et avait même renoncé au trône pour se fiancer au dragon de feu. Cependant, à peine avait-il mis le pied sur le territoire du dragon depuis moins d'un jour. Aussi fort qu'il ait essayé de montrer sa sincérité. Ce respectable prince fut tout de même battu à plate couture par le dragon de feu. Huron pointa le doigt directement sur la poitrine de Ferda, demandant sarcastiquement si un déchet comme lui survivrait dans un endroit où même le troisième prince avait échoué. Il agita la main avec dédain, ironisant que personne n'empêcherait un imbécile de se jeter de lui-même dans la gueule du dragon. Craquant ses jointures de manière menaçante, Huron grogna et avertit que s'il osait s'enfuir et humilier la famille, il prendrait lui-même sa tête avant que le dragon de feu n'ait l'occasion de le faire. Les yeux brillants d'une lueur tranchante, Ferda rétorqua froidement que son frère aîné devrait plutôt s'inquiéter de garder la braguette de son propre pantalon bien fermée. Voyant son sombre secret dévoilé à propos de ses regards lubriques envers sa belle-sœur, Huron fut furieux, voyant rouge, et rugit en serrant les dents. Puis il tenta follement de se précipiter pour frapper Ferda, mais celui-ci fit un signe de la main pour lui dire de contenir sa colère. Il fit un sourire narquois, disant que son visage actuel ne pouvait pas être ruiné comme lorsqu'il était enfant, puis fit ses adieux avec désinvolture pour commencer son voyage vers la gueule du dragon. Portant sa petite valise en sortant du manoir, il se dirigea tranquillement vers la calèche qui l'attendait devant la grille de fer. Le vieux majordome porta précipitamment un mouchoir à ses larmes, simulant l'émotion et reniflant pour ses adieux. Puis il s'inclina et jura que l'avoir servi tout ce temps était le plus grand honneur de sa vie. Regardant cette farce hypocrite, Ferda se moqua intérieurement de ce menteur éhonté, car s'il l'avait vraiment considéré comme un honneur, il n'aurait pas secrètement empoisonné sa nourriture dans le passé. Il se souvint que dans son enfance, il avait toujours cru que sa maladie était due à un corps faible, pour découvrir bien plus tard que même les serviteurs se rangeaient du côté de ses ennemis pour lui faire du mal. Les souvenirs de sa vie passée refirent surface,
lorsqu'il avait étranglé ce majordome hypocrite dans les flammes de la haine. Mais dans cette vie, il lui tapota doucement l'épaule avec un sourire serein, le remerciant pour ses services dévoués tout au long de ces années. Sa remarque, à la fois sarcastique et mystérieuse, fit paniquer le majordome qui se mit à transpirer à grosses gouttes sans en comprendre le sens. Puis il lui dit de bien prendre soin de la famille Rosnova avant que la calèche ne s'ébranle officiellement pour quitter le manoir. S'adossant à son siège à l'intérieur de la calèche, Ferda réalisa que parce qu'il avait déjà accompli sa vengeance dans sa vie passée, son esprit était maintenant extrêmement calme. Le bruit régulier des roues de la calèche sur le chemin de terre baigné d'un doux soleil transportait un tout nouveau Ferda, n'ayant plus aucune haine ni soif de vengeance brutale dans le cœur. Il réfléchit intérieurement à la magie de haine cramoisie qu'il avait autrefois utilisée dans sa vie passée, réalisant qu'elle n'était rien d'autre qu'un poison addictif. Au début, elle procurait une sensation d'euphorie, mais plus elle était utilisée, plus la frénésie meurtrière devenait incontrôlable et dévorait son âme. Lorsqu'il était manipulé par ces flammes de la haine, il s'était autrefois plongé dans la stimulation brutale du massacre de tous les ennemis l'entourant. Jusqu'à ce que le cœur du dragon de feu s'illumine avec éclat, purifiant tout son esprit et l'aidant à atteindre l'illumination. Ses yeux bleus océans étaient maintenant aussi calmes que la surface d'un lac, sans la moindre ondulation de haine. S'adossant au siège de la calèche, Ferda se promit qu'il ne retournerait jamais sur cette sombre voie meurtrière. Et poussa un léger soupir de soulagement en profitant de la paix rare après tant de tragédies. Arrivé au point de rendez-vous, le cocher cria paniqué pour signaler qu'ils étaient arrivés, faisant se demander à Ferda s'il pourrait encore éveiller sa magie dans cette vie. Au bord de la route, un panneau en bois avertissait qu'en face se trouvait le territoire du grand-duc et interdisait strictement toute intrusion. Il s'assit tranquillement sur sa valise de voyage, juste en dessous du panneau d'interdiction, attendant patiemment qu'on vienne le chercher. Dès qu'il entendit Ferda mentionner que le dragon pourrait apparaître, le cocher, terrifié, fouetta ses chevaux et s'enfuit pour sauver sa vie, en lui souhaitant d'être en sécurité. Bien que détendu de ne plus être surveillé, il pensait intérieurement qu'il devait restaurer au moins la magie du 4e cercle pour se protéger des bêtes féroces. Une douce brise souffla soudainement, faisant vaciller les feuilles vertes, attirant son attention vers la lisière de la forêt. En regardant la douce silhouette sortir des buissons, il réalisa immédiatement que la personne qui l'attendait était apparue. Émergeant dans la brise fraîche se trouvait la belle servante Ruri aux cheveux de platine, qui souleva poliment sa robe, s'inclina et se présenta comme la servante de la jeune maîtresse Valdrova. Ruri parla doucement pour confirmer l'identité de Ferda et reçut un signe de tête de sa part en réponse. Puis elle demanda la permission de l'escorter jusqu'au château du grand-duc qui se dressait fièrement au sommet de la montagne au loin. Tout en marchant derrière elle, Ferda réfléchit au fait que les habitants de l'Empire d'Arken étaient toujours orgueilleusement fiers de leur force de conquête, mais qu'en réalité cette force n'avait jamais été absolue. Dans la partie orientale du continent Serd considérée comme la terre des démons avec d'innombrables bêtes féroces, les humains n'avaient jamais eu la capacité de la conquérir. Et la seule entité se tenant là pour arrêter les monstres afin de protéger les frontières de l'humanité était le dragon de feu Valdrova. Portant sa lourde valise en suivant la servante, Ferda était secrètement indigné qu'un sauveur ayant construit la seule ligne de défense soit faussement qualifié de dragon démoniaque brutal par l'humanité. Pendant qu'il était plongé dans ses pensées, de féroces loups démoniaques aux yeux brillants s'approchèrent soudainement pour les encercler. Quand une terrifiante pression magique éclata soudainement, écrasant les monstres en un clin d'œil. Surpris, il se retourna et vit Ruri le rassurant calmement qu'il n'avait rien à craindre. Alors que les yeux de Ruri clignotaient avec des pupilles de dragon acérées et de la magie enveloppant ses mains, affirmant que tant qu'il marcherait à ses côtés, aucune bête féroce n'oserait s'approcher. Marchant sur ses talons, Ferda demanda combien de temps il faudrait pour arriver et comment Ruri avait pu se rendre au point de rendez-vous si rapidement. Ce à quoi Ruri se retourna nonchalamment et répondit que si elle voyageait seule, il ne lui faudrait qu'environ 10 secondes de vol pour arriver. Tout en plantant d'un air hagard son bâton de bois dans le sol pour se reposer, Ferda réalisa intérieurement que cette servante n'était absolument pas une humaine ordinaire. Il savait très bien que Ruri faisait partie de la tribu des dragons ou une créature au sang de dragon de haut rang avec une force innée, des cornes et une queue aux écailles blanches cachées sous sa robe. En entendant parler de sa capacité à voler, Ferda eut une idée et planta fermement son bâton de bois dans le sol. Puis lui suggéra avec fatigue d'utiliser la magie de vol pour le transporter plus vite jusqu'au repère, ce qui fit demander à Ruri avec hésitation si cela signifiait qu'elle devait le porter. Voyant Ferda la rassurer qu'il pourrait le supporter, Ruri agita immédiatement la main pour refuser catégoriquement, tout simplement parce qu'elle n'aimait pas le porter.
L'atmosphère tomba dans un silence gêné alors que Ferda tremblait de fatigue, tandis que Ruri restait planté là, sans émotion. Rejeté, il dut forcer un sourire en demandant une courte pause, mais Ruri le pressa froidement de continuer à marcher car son maître attendait. Ferda ne put que se taire, affichant un sourire impuissant et amer face à la cruauté sans pitié de la servante. En regardant la montagne imposante sous le crépuscule, Ferda soupira doucement, réalisant que fonder une famille n'avait jamais été chose facile. Alors que Ruri leva résolument la main pour frapper à la lourde grille de fer du château. La servante éleva la voix pour annoncer à son maître à l'intérieur que le fiancé désigné était arrivé. Debout devant la grille de fer fermée, Ferda sentit avec stupeur une aura de dragon féroce s'en dégager, faisant trembler ses mains de manière incontrôlable. Ruri prévint Ferda de ne pas agir avec précipitation et de la laisser entrer pour recevoir le message, ce qui le poussa à demander s'il pouvait parler directement au grand-duc. Le regard de dragon perçant de Ruri se fixa immédiatement sur lui, lui demandant sarcastiquement s'il se croyait digne de se tenir devant son maître, ce qui poussa Ferda à retirer précipitamment sa demande. Sortant un moment plus tard, Ruri s'éclaircit la voix poliment et commença à transmettre le message exact du grand-duc Valdrova. Elle loua son courage d'oser venir ici, bien qu'il connaisse la nature brutale de l'espèce des dragons. Cependant, le dragon de feu affirma qu'il ne désirait absolument pas un mariage forcé, et exigea qu'il retourne d'où il venait. En entendant ce refus catégorique, Ferda fut surpris et abasourdi d'avoir parcouru tout ce chemin pour être fiancé, pour ensuite être renvoyé immédiatement. Ferda pensa intérieurement que si c'était dans sa vie précédente, il aurait certainement accepté avec joie cette délivrance et se serait enfui à toutes jambes. Mais dans cette vie, il avait complètement changé, se tenir ici aujourd'hui n'était plus une contrainte mais son propre choix. Il déclara catégoriquement qu'il ne voulait pas rentrer et insista pour poursuivre le mariage, ce qui stupéfia Ruri. Ruri le dévisagea en silence pendant un moment, mais après un rappel de Ferda, une voix grave résonna, acceptant de continuer à transmettre le message. Immédiatement, Ruri jeta violemment un sac géant de pièces d'or devant lui. Puis, au nom du dragon de feu, loua sa détermination et déclara lui accorder d'innombrables richesses si son retour s'avérait difficile. Afin qu'il puisse partir et se construire une nouvelle vie de richesse ailleurs. En regardant la montagne d'or entassée devant lui, Ferda affirma nonchalamment qu'il n'avait absolument aucun intérêt pour le pouvoir ou la richesse. Il tendit doucement sa main gantée de blanc en avant, avec un regard sincère. Puis posa un genou à terre comme une demande en mariage romantique, déclarant que sa seule préoccupation était ses fiançailles avec le grand-duc Valdrova. Voyant l'attitude obstinée de Ferda, Ruri soupira doucement d'impuissance puis serra les poings. Puis lança un coup de poing d'une puissance terrifiante qui déchira l'air. Elle pointa directement le doigt vers le visage de Ferda pour le chasser, déclarant qu'elle ne gaspillerait pas ses mots et exigeant qu'il quitte cet endroit immédiatement. Remarquant que le message était un peu trop concis par rapport au style du dragon de feu, Ferda comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un renvoi de la part de la servante elle-même. Furieuse que Ferda refuse de reculer, la main de Ruri se transforma, faisant pousser des griffes de dragon acérées. Ainsi qu'une paire de cornes de dragon blanche émergeant de ses cheveux platine. Elle libéra officiellement sa forme de la tribu des dragons, avec une gigantesque queue aux écailles blanches et une aura de magie verte explosant violemment. Une pression terrifiante éclata, faisant trembler l'espace et forçant Ferda à lever précipitamment la main pour se protéger, réalisant avec stupeur qu'il s'agissait de la légendaire compétence d'aura de l'ancien dragon. Renversée au sol, Ferda écouta en silence Ruri rugir de haine, disant qu'elle connaissait bien la nature cupide de l'humanité qui ne cherchait que le pouvoir sans se soucier du dragon de feu. Essuyant la sueur de son front, Ferda finit par comprendre pourquoi le troisième prince d'autrefois avait été battu à mort en posant le pied ici. Ruri révéla que le troisième prince d'autrefois était plein de complots, utilisant le mariage pour exploiter la puissance du dragon de feu. Sans savoir que les yeux clairvoyants du dragon avaient percé à jour toutes ses sombres ambitions. C'était un homme arrogant et honté qui pensait pouvoir cacher ses intentions lâches. Ruri se précipita et plaqua Ferda au sol, affirmant d'une voix gutturale qu'à ses yeux, il n'était pas différent de ce prince rusé. Maintenant fermement Ferda au sol, Ruri grinça des dents et le menaça, demandant s'il voulait subir la même mort tragique que le troisième prince pour avoir osé tromper son maître. Bien qu'il soit écrasé au sol et subisse une pression oppressante sur sa poitrine, Ferda afficha un sourire doux et extrêmement calme. Ce qui laissa Ruri stupéfaite en l'entendant jurer résolument qu'il n'y avait pas la moindre tromperie en lui. Il affirma qu'il n'était pas venu ici sous la contrainte de sa famille, ni pour aucun profit ou pouvoir.
il se remémora l'image du dragon de feu sacrifiant et arrachant son propre cœur pour l'offrir à un égoïste comme lui dans sa vie précédente. Pour ensuite ouvrir doucement ses bras rayonnants de magie, déclarant sincèrement que dans cette vie, il était venu ici pour se tenir à ses côtés et devenir officiellement le fiancé du dragon de feu Valdrova. Ferda suggéra ensuite à Ruri de dire à son maître qu'à partir de maintenant, il devrait se parler directement comme un futur couple marié au lieu de passer par une servante. Ce qui mit Ruri tellement en colère qu'elle serra ses griffes de dragon, maudissant intérieurement cet humain arrogant. Elle leva frénétiquement ses griffes et se précipita pour déchiqueter Ferda pour avoir osé parler avec tant d'insolence. Mais ses griffes acérées s'arrêtèrent soudainement juste devant son visage, ayant reçu une transmission télépathique de l'intérieur. Retirant immédiatement sa main et demandant la permission de se retirer un instant, Ruri se retourna et se dirigea droit vers l'intérieur du château. S'enfonçant dans la chambre secrète, Ruri s'agenouilla respectueusement et relata exactement la déclaration de Ferda selon laquelle il était venu ici en tant que fiancé de Valdrova. Elle rapporta respectueusement tout ce que Ferda venait de dire à son maître. Elle éleva la voix pour faire l'éloge du grand-duc Valdrova, l'un des 12 grands seigneurs se tenant au sommet absolu de la puissance. Depuis l'obscurité, une voix féminine et douce résonna doucement, se demandant si c'étaient vraiment les mots que le jeune homme venait de prononcer. Apparaissant sous forme humaine comme une jeune fille aux cheveux rouges d'une beauté époustouflante, parée de majestueuses cornes de dragon, le dragon de feu Valdrova sourit, curieuse au sujet de l'homme qui osait parler avec tant d'audace. Lorsqu'elle fut interrogée par le dragon de feu sur ses impressions concernant Ferda, Ruri le dénigra immédiatement comme étant un humain extrêmement faible, au point que la simple marche jusqu'au château l'avait presque fait mourir. Puis elle inventa même des mensonges, le qualifiant de lait pour exiger son renvoi immédiat, poussant le dragon de feu à intervenir pour la corriger. Ruri dut corriger le tir avec gêne, admettant qu'il était en fait très beau, mais le dragon de feu lui rappela que ce n'était pas ce qu'elle voulait demander. Soupirant doucement, Ruri commença à faire une observation sérieuse, affirmant que cet humain était extrêmement inhabituel. Car elle était de la tribu des dragons de haut rang, effrayer un humain ordinaire était aussi facile que de retourner sa main. Pourtant, même lorsqu'elle avait libéré toute sa brutale aura de l'ancien dragon, cet homme n'avait montré aucune trace de peur. Elle affirma à son maître que cet humain avait tout à fait le courage de regarder le dragon de feu droit dans les yeux sans être écrasé. En entendant cela, le dragon de feu Valdrova esquissa un sourire et rit avec amusement. Puis prononça de merveilleuses louanges à la grande surprise de la servante Ruri. Plaçant la main sur sa poitrine palpitante, le dragon de feu attendait avec impatience de rencontrer un mortel capable de soutenir son regard. Le dragon de feu sourit et accepta de rencontrer Ferda de manière normale. Laissant Ruri stupéfaite et perplexe en entendant son maître mentionner le mot normal. Voyant le dragon de feu hocher fermement la tête, Ruri dut accepter l'ordre avec amertume. Elle sortit pour informer Ferda que son maître avait accepté de poursuivre le mariage, ce qui le surprit et le fit sursauter. Ruri le conduisit le long du couloir du magnifique château en direction du salon. En entrant dans la pièce luxueuse et d'une propreté impeccable, Ferda fut secrètement surpris que cet endroit soit si bien entretenu au-delà de ses attentes. Demandant curieusement qui nettoyait, il fut surpris lorsque Ruri répondit qu'elle faisait tout elle-même et qu'il n'y avait aucun autre serviteur à part elle. Ruri dévisagea Ferda, réprimant son agacement, et souligna qu'il n'était qu'un invité pour le moment. Voyant Ferda demander pourquoi elle ne l'appelait pas fiancée, Ruri leva le menton et répondit que, puisque le mariage n'avait pas encore eu lieu, il n'était actuellement que l'invité numéro 1. Voyant la loyauté prudente de la servante, Ferda proposa nonchalamment d'ignorer ces hiérarchies inutiles et demanda quand le mariage officiel aurait lieu, recevant la réponse que ce serait dans un mois. La servante Ruri expliqua que les fiançailles seraient célébrées très discrètement à l'intérieur du repère du dragon, avec pour seul témoin son maître, elle et lui. Entendant cela, Ferda ajusta légèrement son col et hocha la tête, acceptant nonchalamment l'annonce. Puis il porta la main à son menton, pensif, considérant intérieurement qu'un délai de préparation d'un mois était largement suffisant. Cependant, Ruri se tenait là, les bras croisés, le regardant avec des yeux glaciaux pleins de suspicion et de mécontentement. Elle lui demanda sarcastiquement s'il pensait vraiment que les fiançailles lui seraient servies sur un plateau d'argent, soulignant en même temps que ce mois était la limite pour qu'il prouve ses capacités, ce qui fit sursauter Ferda qui lui demanda de répéter. Immédiatement, Ruri leva résolument le visage et pointa directement le doigt vers lui, déclarant d'un ton menaçant que le compagnon de son grand maître devait absolument avoir un statut et une puissance à la hauteur. Puis elle exigea d'une voix rauque qu'il prouve à tous qu'il était pleinement qualifié pour devenir le fiancé du dragon de feu. Face à cette attitude résolue,
Ferda ne put que transpirer à grosses gouttes et se lamenter amèrement intérieurement sur le fait que prendre femme n'était vraiment pas chose facile. Puis il leva les yeux et insista pour savoir si c'était la volonté de son maître, mais Ruri répondit franchement que c'était sa propre exigence, ce qui lui fit ironiser sur le fait qu'une servante prenne des décisions arbitraires à la place de son maître. En réponse à cette ironie, Ruri croisa les bras et soupira, admettant que son maître avait le cœur trop tendre et l'avait donc épargné, mais qu'elle-même n'accepterait absolument jamais un bon à rien. Elle serra les poings, élevant une voix sévère pour exiger qu'il prouve que ce corps frêle possédait au moins un peu de potentiel magique. Car elle affirma que s'il ne pouvait même pas accomplir cette petite chose, même s'il portait le titre de fiancé, il ne serait jamais reconnu comme le partenaire du grand-duc. Pour être ensuite inévitablement méprisé et regardé avec dédain par les autres puissances dirigeantes brutales. En écoutant ces paroles franches, Ferda ferma fermement les yeux et murmura pensivement. Puis ses yeux bleus océans s'ouvrirent doucement, louant secrètement le fait que sa fiancée avait en effet une servante absolument merveilleuse. Car même si Ruri le détestait profondément, elle plaçait toujours les intérêts de son maître au premier plan et soulignait précisément les éléments nécessaires chez un fiancé. Ce qui l'amena inévitablement à se remémorer amèrement sa vie passée, se demandant pourquoi une servante aussi loyale n'était pas apparue aux côtés du dragon de feu dans ces derniers instants. Revenant à la réalité, Ferda leva la main et demanda vers quel sommet il devait s'élever pour prouver ses capacités, et s'il devait devenir l'empereur de l'Empire, recevant la réponse de Ruri qu'il suffisait simplement qu'il ne soit pas méprisé par les autres dirigeants. En entendant cette réponse sereine, il pensa intérieurement que cette servante parlait facilement, mais qu'en réalité elle exigeait de lui un potentiel dépassant de loin même le niveau de l'empereur. Cependant, Ferda esquissa un sourire plein de confiance, acceptant nonchalamment ce défi difficile. L'attitude détendue de Ferda surprit énormément Ruri, qui insista pour savoir comment il pouvait être aussi indifférent. Puis elle le réprimanda avec colère, lui demandant s'il méprisait l'espèce des dragons ou s'il était tout simplement stupide, mais Ferda répondit doucement que ce n'était ni l'un ni l'autre. Il ouvrit poliment les mains pour la rassurer de ne pas trop s'inquiéter, car en l'espace d'un mois seulement, il montrerait suffisamment de capacité pour la satisfaire. En regardant le dos calme de Ferda, Ruri transpira légèrement et se demanda avec méfiance d'où cet humain tirait une telle confiance. La nuit tomba rapidement, recouvrant le magnifique château du dragon de feu sous la lumière éclatante de la lune. De retour dans la pièce luxueuse, Ferda fit les 100 pas, perdu dans ses pensées concernant l'exigence de prouver son potentiel, admettant qu'il ne possédait actuellement aucun pouvoir magique. Cependant, il se souvint de sa vie passée, conscient que sur ce continent, les mages étaient déjà une existence rare, sans parler de l'expérience d'atteindre le royaume du 9e cercle qui était un avantage unique qu'il était le seul à posséder. Levant la main pour regarder la lueur magique qui venait d'apparaître, Ferda affirma avec confiance que tant que la perception de sa vie passée était encore préservée, la restauration de son pouvoir était tout à fait à sa portée. Il commença à analyser le principe de la magie, comprenant bien que pour un mage, le premier cercle était le plus important car il représentait le point de bascule déterminant la nature de l'ensemble du circuit magique. Il réfléchit au cercle magique bleu formé par la méditation calme, bien que la vitesse d'accumulation soit lente, grâce à sa stabilité, c'était la voie choisie par la plupart des mages. Contrairement au bleu, le cercle rouge naissait d'émotions intenses, bien qu'il apportât une puissance explosive rapide, il rendait le pratiquant vulnérable à se faire dévorer l'esprit par les flammes de la colère. Il savait très bien que s'il reprenait le chemin de la haine de sa vie passée, il deviendrait fort très rapidement, mais la fin amère qui était arrivée au dragon de feu força Ferda à serrer les dents pour se retenir. Et à jurer fermement en lui-même que dans cette vie, il choisirait définitivement une voie complètement différente pour garder son esprit toujours ferme et inébranlable. Une semaine s'écoula rapidement dans le château baigné d'un soleil radieux. À l'intérieur de la pièce luxueuse, Ferda persévérait, assis en tailleur en méditation sur le sol même pour condenser son pouvoir magique. Ses mains s'efforçaient de rassembler l'énergie, faisant tourbillonner l'aura de magie bleue qui commença à briller de mille feux. Cependant, ce flux d'énergie se brisa soudainement en morceaux, poussant Ferda à soupirer de déception face à ce nouvel échec. Il regarda ses mains pensivement, réalisant que la condensation du cercle bleu prenait généralement au moins 3 ans, et que malgré ses souvenirs de réincarnation, sa nature était complètement différente de la magie rouge de la haine, ce qui l'inquiétait alors que le délai d'un mois n'était plus que de 3 semaines. Juste à ce moment-là, la servante Ruri poussa doucement la porte et entra, portant un plateau de nourriture fumante dans ses mains, élevant la voix pour demander où en était sa préparation pour le défi. Ferda affirma qu'il s'efforçait de se préparer, mais Ruri regarda le bol de soupe et parut sceptique en voyant que son apparence n'avait subi aucun changement.
Il prit tranquillement une cuillerée de soupe, la mit dans sa bouche et dit calmement que tout finirait par s'arranger, tandis que Ruri le fixait avec un regard plein d'agacement. Cependant, tout en mâchant sa nourriture, Ferda admit secrètement qu'il n'avait en effet fait aucun progrès et qu'il devait chercher une approche complètement nouvelle. À cet instant, un tremblement violent secoua soudainement toute la pièce, arrêtant net la cuillère de soupe dans la main de Ferda. Il sursauta et leva les yeux, s'interrogeant sur l'origine de la secousse, et reçut comme réponse de Ruri que son maître menait actuellement une campagne de subjugation de monstres. Devant la surprise de Ferda, Ruri expliqua en outre que Valdrova détruisait personnellement la horde de monstres déferlant de la terre démoniaque à la frontière orientale. En regardant par la fenêtre inondée de lumière d'où résonnait un rugissement à faire trembler le ciel, Ferda réfléchit pensivement à l'image du dragon de feu. Puis il se retourna résolument et déclara à Ruri qu'il voulait être témoin de cette bataille acharnée de ses propres yeux, ce qui surprit grandement la servante. Les yeux de Ruri brillèrent d'un regard de dragon perçant, élevant la voix pour l'avertir sévèrement qu'il ferait mieux de ne pas avoir une telle idée folle, ce qui poussa Ferda à demander curieusement pourquoi. Pour ensuite entendre Ruri affirmer solennellement qu'un mortel ordinaire ne pourrait jamais conserver sa santé mentale en étant témoin de l'aura destructrice et féroce du dragon de feu sur le champ de bataille. La servante Ruri continua de se moquer, disant qu'à moins qu'il ne veuille être terrifié au point de faire pipi dans son pantalon juste avant les fiançailles, il devait rester sagement dans cette pièce. Cependant, Ferda ouvrit résolument sa main et l'appuya fortement sur la table, rejetant fermement cela et affirmant que c'était le devoir de quelqu'un sur le point de devenir le partenaire du dragon de feu. Il se tint droit avec une posture fière, déclarant catégoriquement qu'il voulait être témoin de la bataille de sa fiancée de ses propres yeux. Face à cette attitude inébranlable, Ruri déploya immédiatement ses ailes de dragon d'un blanc pur, souleva Ferda et fendit les airs pour se précipiter vers la destination, élevant la voix pour signaler leur arrivée. Les chaussures en cuir de Ferda touchèrent précipitamment le sol sur l'herbe verte et luxuriante. Sous l'effet de la vitesse de vol terrifiante, il s'effondra sur l'herbe à genoux, nauséeux, secrètement stupéfait car la vitesse de déplacement à l'instant n'était pas différente de la magie de téléportation. Tout en tenant son ventre, étourdi par ses entrailles retournées, il écouta le rappel de Ruri selon lequel elle n'était pas la cible qu'il devait observer en ce moment. Ruri lui demanda froidement de se lever et de regarder droit devant, faisant sursauter légèrement les yeux bleus océan de Ferda. Il leva immédiatement les yeux et se concentra pour regarder profondément vers l'horizon lointain. Pour ensuite se tenir immobile au sommet de la falaise à côté de Ruri, témoin avec stupeur de l'aura meurtrière et de la sombre magie assombrissant le ciel qui engloutissait tout le champ de bataille en contrebas. La pression terrifiante éclatant de la vallée fit sursauter Ferda, écarquillant les yeux sous le choc. Il regarda avec stupéfaction au fond du gouffre, où des hordes de serpents démoniaques et de 1000 pattes géants s'enroulaient en une masse grouillante, réalisant que c'était le champ de bataille où Valdrova combattait. Soudain, un éclair de lumière aveuglante explosa en plein milieu de la masse grouillante de monstres. Et depuis la mer de flammes ardentes, le dragon de feu Valdrova, sous sa véritable forme, s'envola fièrement dans les airs avec une aura écrasante. Les monstres géants battirent en retraite dans la panique, poussant des sifflements de haine face à l'apparition de la souveraine. Cependant, les griffes cramoisies du dragon de feu déchirèrent l'air, écrasant sans pitié et déchiquetant les monstres en lambeaux. Valdrova rugit avec majesté, fonçant pour massacrer les monstres avec une force physique écrasante et brutale. Le corps massif du dragon de feu s'éleva, sa poitrine s'illuminant d'une lumière dorée éclatante alors que la féroce magie de feu commençait à s'accumuler dans sa gorge. Faisant souffler de terrifiantes vagues de chaleur à travers la falaise où Ruri se tenait, observant calmement. Immédiatement, Valdrova lança sa technique ultime, le souffle du dragon de feu, déversant un gigantesque torrent de flammes qui réduisit en cendres tous les monstres à ses pieds. Le dragon de feu ouvrit grand son énorme gueule et poussa un rugissement assourdissant qui fit trembler tout l'espace. Elle déploya ses ailes de feu et se tint majestueusement au sommet de la montagne, poussant un rugissement puissant et libérant toute l'aura du dragon, faisant trembler le ciel entier. Subissant directement cette pression magique terrifiante, Ferda gémit de douleur, levant la main pour serrer sa poitrine qui tremblait violemment. Puis il s'effondra complètement sur le sol de pierre, tout son corps tremblant, incapable de se relever face à ce pouvoir divin. Dans son esprit, Ferda réalisa avec stupeur qu'il avait oublié la véritable puissance du dragon de feu, se rappelant que c'était la légendaire technique de l'aura du rugissement du dragon. Regardant Ferda trembler en se tenant la poitrine et transpirer à grosses gouttes au sommet de la falaise, Ruri baissa froidement la tête et lui demanda s'il avait maintenant vraiment compris le problème. Elle se moqua de lui, disant que le fait qu'un simple mortel ose souhaiter absurdement se fiancer au seigneur dragon était en effet une chose extrêmement ridicule.
Puis elle pointa du doigt la silhouette géante du dragon de feu brûlant au milieu de la mer de flammes, affirmant que c'était là la véritable forme de celle qui allait devenir sa partenaire. Ruri continua de souligner le ridicule d'un humain faible exigeant de s'associer à une créature au sommet du monde. Pour ensuite l'obliger à regarder la cruelle réalité en face, que c'était là la forme grandiose de la fiancée à laquelle il devait faire face. Ruri observa froidement la main de Ferda tremblant violemment sur l'herbe. Elle dit calmement que, comme prévu, il tremblait de peur et que c'était exactement la raison pour laquelle elle l'avait averti plus tôt. Ruri expliqua en outre que dans le sang du dragon de feu se cachait ce que les humains appelaient souvent la nature du dragon démoniaque, qui est un intense et irrépressible désir de massacre et de destruction. Elle affirma que c'était un instinct inné immuable, avertissant Ferda qu'il serait écrasé chaque jour et lui demandant s'il avait vraiment compris ce que signifiait être le partenaire d'un dragon. Pour conclure qu'humain et dragon ne pourraient jamais ne faire qu'un, espérant que son maître réaliserait bientôt que le rêve d'être avec un humain n'était qu'une cause perdue. Cependant, bien qu'il soit effondré au sol, en sueur, Ferda esquissa un léger sourire et murmura. Il leva les yeux vers le champ de bataille avec un doux sourire et fit l'éloge que cette apparence était en effet absolument merveilleuse, laissant Ruri stupéfaite et confuse, lui demandant pourquoi il souriait. Ruri fut complètement figé sous le choc, demandant avec confusion pourquoi, dans cette situation terrifiante, il n'avait pas peur mais, au contraire, s'exclamait d'admiration. Pour que la servante recule ensuite avec un regard de dégoût, réprimandant avec colère Ferda comme étant un masochiste fou qui aimait être maltraité. La nuit tomba de nouveau sur la haute tour du château. À l'intérieur de la chambre, Ferda était allongé, le bras sur le front, le visage couvert d'égratignures, pensant amèrement que même s'il avait anticipé les conséquences, mais son corps était maintenant complètement épuisé et ravagé après avoir subi directement l'aura de l'ancien dragon et le terrifiant rugissement du dragon. Il se remémora la scène où la servante Ruri lui avait giflé le visage de toutes ses forces pour le réveiller avant de le ramener au manoir. Fermant fermement les yeux et soupirant, Ferda se dit que le fait que son esprit soit encore intact était un miracle, mais il s'inquiétait que s'il continuait ainsi, il gaspillerait une journée entière à récupérer au lieu de se concentrer sur la condensation de son cercle magique. S'allongeant sur le lit, il se demanda à lui-même pourquoi il avait été si déterminé à aller voir cette bataille au début. Pour ensuite se remémorer toute la scène magnifique dont il avait été témoin sur le champ de bataille pendant la journée. Ses yeux bleus océans s'écarquillèrent soudainement sous le choc. Il réalisa que même si la scène était inimaginablement effrayante, au fond de son cœur surgissait un désir ardent de continuer à suivre cette silhouette. Il réfléchit pensivement à l'image du dragon de feu solitaire, caché aux frontières orientales du monde, déchiquetant et écrasant silencieusement jour après jour d'innombrables monstres brutaux pour protéger la paix de l'humanité. Il comprit que tout ce massacre et cette destruction brutale n'étaient en fait que sa façon de protéger ce qu'elle aimait. C'était la voix d'un noble chevalier rouge, qui avait volontairement choisi une vie pleine de douleur et de sacrifices pour le monde. Debout au milieu de l'herbe inondée de soleil, Ferda admirait secrètement cette magnificence et réfléchissait à la connexion miraculeuse entre lui et elle. Lorsque soudainement, une émotion étrange surgit violemment à l'intérieur de sa poitrine. Ferda saisit précipitamment sa poitrine lorsque l'aura de magie cramoisie explosa de manière éclatante, lui faisant réaliser avec panique qu'un cercle magique rouge se condensait automatiquement. Il serra les dents pour endurer la douleur, se rappelant que ce n'était pas la magie dont il avait besoin et qu'il devait résolument la rejeter pour ne pas répéter les erreurs de la haine de sa vie passée. Cependant, une goutte d'essence cramoisie tomba de façon inattendue dans son esprit, créant d'étranges ondulations d'énergie. Faisant apparaître l'image du chevalier rouge Valdrova levant fièrement son épée de lumière de façon floue devant les yeux de Ferda. Il réalisa avec étonnement que plus il se remémorait sa bataille, plus le circuit magique dans son corps devenait clair, une magie rouge qui n'était pas allumée par la colère ou la vengeance, mais par un respect et une admiration sincères. Puis Ferda ferma doucement les yeux, se plongeant dans la toute nouvelle énergie pure qui venait de s'éveiller dans son âme. Se laissant aller au milieu de l'espace de magie cramoisie, Ferda s'assit en méditation et se demanda quel était le nom de cette émotion unique, pensant que s'il ne la saisissait pas immédiatement, elle se dissiperait rapidement. Il concentra immédiatement tout son esprit sur cette émotion, commençant à la compresser et à faire tourner le flux d'énergie à vitesse maximale. Les mains de Ferda brillèrent de mille feux alors que l'aura de magie de feu commençait à gronder et à éclater. Et avec une intense concentration, il dessina de manière décisive le premier cercle magique. Un cercle magique rouge éclatant et pur se condensa dans la paume de Ferda, lui faisant affirmer avec confiance que tout serait complètement différent dans cette vie. Serrant sa poitrine, il se jura à lui-même de ne jamais répéter l'avenir tragique ou les erreurs douloureuses de sa vie passée.
Le lendemain matin, la servante Ruri entra avec un plateau de nourriture et resta complètement figée sous le choc, lui demandant avec sursaut s'il avait débloqué tout son circuit magique en une seule nuit. Ferda la complimenta tranquillement pour son œil attentif, tandis que Ruri demandait avec étonnement comment quelqu'un qui était sur le point de mourir la veille pouvait accomplir ce qui semblait impossible. Il esquissa un sourire et répondit qu'il l'avait fait parce qu'il n'était pas une personne ordinaire, puis demanda nonchalamment à quoi ressemblait ce résultat à ses yeux. Faisant admettre à contre-cœur à Ruri qu'il avait officiellement rempli les conditions, tandis que Ferda s'essuyait doucement la bouche avec une serviette et disait calmement qu'il avait encore un long chemin devant lui. S'essuyant la bouche, Ferda demanda doucement à Ruri s'il y avait un endroit approprié dans les environs pour qu'il puisse pratiquer la magie. Immédiatement, un terrain d'entraînement en plein air avec des mannequins en bois équipés de cibles apparut. Le bruit d'un balai balayant la saleté sur le sol fit que Ruri, tenant joyeusement le balai, se tint là pour présenter le terrain d'entraînement qu'elle venait de préparer elle-même selon ses exigences. Surpris par cette débrouillardise, Ferda applaudit et la loua, disant qu'elle méritait bien son titre d'unique servante du dragon de feu pour avoir pu construire seule le terrain d'entraînement en seulement une demi-journée. Ruri se demanda pourquoi il ne demandait que de simples cibles au lieu d'outils magiques coûteux, et reçut comme réponse de Ferda qu'il voulait s'entraîner à contrôler efficacement son pouvoir magique pour éviter un gaspillage d'énergie inutile. En entendant cela, Ruri pencha la tête, confuse, et expliqua franchement que pour la tribu des dragons, contrôler le pouvoir magique est aussi naturel et facile que de respirer au quotidien. Elle ajouta que si d'autres créatures de la tribu des dragons entendaient cela, elles critiqueraient sa méthode comme étant primitive, ce qui fit sursauter Ferda qui demanda si ses actions semblaient vraiment si primitives à ses yeux, et il reçut un hochement de tête brutal de la servante. En voyant cette attitude calme, Ferda soupira d'impuissance, se disant en lui-même comment un génie inné comme elle pourrait comprendre les efforts persévérants des humains. Puis, alors que Ferda s'avançait vers les cibles, Ruri demanda la permission de le regarder s'entraîner, ce à quoi il répondit sarcastiquement que si elle voulait vraiment le regarder s'entraîner à respirer. Debout devant deux cibles en bois sur le terrain d'entraînement, Ferda observa calmement la position de la cible au loin. Puis ferma doucement les yeux, commençant à se plonger dans un espace méditatif pour accumuler son pouvoir magique. Il se dit que le principe de base de la magie bleue est la stabilité, mais qu'avec la magie rouge, il devait libérer ses émotions tout en la contrôlant absolument. Se souvenant de sa vie antérieure où il lui avait fallu une année entière de lutte pour pouvoir puiser le pouvoir magique d'un flux violent. Et une autre année baignée de sueur et de sang pour réussir à la compresser en une balle magique complète. Alors que dans cette vie, il ne lui fallut que 2 minutes pour créer une sphère de pouvoir magique cramoisi brillant directement sur son doigt. En voyant la sphère de pouvoir magique parfaite sans aucune déperdition, Ruri écarquilla les yeux, stupéfaite de le voir réussir dès son premier essai. Ne s'arrêtant pas là, Ferda leva la main avec confiance, condensant 3 autres sphères magiques rougeoyantes tournant autour du bout de ses doigts. Puis pointa résolument son doigt directement vers la cible et donna l'ordre de faire feu. Faisant exploser le flux de balles magiques rouges, déchirant l'air, écrasant et brisant la cible en bois en un clin d'œil. L'explosion féroce de pouvoir magique fit voler la cible en bois en éclats, laissant Ruri bouche bée et figée. Tandis que Ferda ajustait doucement ses vêtements avec assurance, secrètement satisfait que ses compétences magiques n'aient pas du tout décliné. En regardant le dos calme de Ferda, Ruri plissa légèrement ses yeux de dragon avec suspicion et commença à nourrir des doutes. Immédiatement après, Ruri retourna dans la chambre secrète pour rapporter respectueusement tout l'incident, ce qui fit que le dragon de feu Valdrova loua avec étonnement sa capacité d'éveil magique rapide. Ne comprenant pas bien les normes humaines, Valdrova interrogea alors la servante qui connaissait bien le monde extérieur sur ce qu'était vraiment Ferda à ses yeux. Ruri jugea franchement que Ferda était parfait sans le moindre défaut, mais que c'était précisément cette perfection anormale qui le rendait extrêmement dangereux et suspect. Elle affirma qu'aucun être humain normal ne pourrait atteindre ce niveau sans commettre d'erreur, soupçonnant qu'il cachait sa nature de pervers masochiste. En entendant cela, Valdrova rit doucement, pensant que le fait que l'arrogante servante accepte de reconnaître un mortel prouvait que Ferda était vraiment un homme très spécial. Le dragon de feu sourit doucement pour rassurer Ruri, affirmant qu'elle avait décidé de choisir de faire confiance à ses vœux sincères et à ses intentions pures. En écoutant cette décision, Ruri regarda tristement son maître, craignant secrètement car dans le passé, le dragon de feu avait subi trop de blessures profondes causées par les humains eux-mêmes. Ruri prit secrètement la résolution de protéger son maître qui venait d'ouvrir son cœur, déterminé à trouver un moyen de tester les véritables intentions de Ferda. Puis ses yeux de dragon brillèrent soudainement d'une lueur acérée.
Elle proposa alors respectueusement au dragon de feu de profiter de cette occasion pour lui confier cette chose importante. Faisant sourire Valdrova, qui se demanda de quel objet la servante voulait parler. Peu de temps après, la grande porte s'ouvrit pour accueillir Ferda entrant dans une élégante tenue noble cramoisie. Dans la salle de l'Alliance du Front de l'Est, de nombreux seigneurs féodaux s'étaient réunis autour de la luxueuse table ronde. Ils discutaient bruyamment de la convocation soudaine du grand-duc Juste pour présenter son nouveau fiancé. Les seigneurs se moquaient du fou qui prendrait cet ordre de fiançailles au sérieux, raillant le fait qu'il n'était que le troisième jeune maître de 18 ans de la famille Rosnova. Les murmures de mépris résonnaient dans tout le hall, suggérant qu'un bon arien qui ne savait même pas utiliser une épée n'avait aucune chance d'être avec le dragon de feu. Pour qu'ensuite un vieux seigneur dise mystérieusement à tout le monde de ne pas s'inquiéter, car il ne durerait certainement pas longtemps. Le vieux comte Ulvra Concilu affirma que le dragon de feu finirait sans doute par déchirer ce fiancé en morceaux, ce qui fit hocher la tête des seigneurs en signe d'approbation. À ce moment précis, la grande porte s'ouvrit avec une voix forte annonçant l'arrivée de Lord Ferda Rosnova. Ferda pénétra dans le hall dans sa luxueuse tenue noble avec un air extrêmement calme. Se rappelant quelques heures auparavant, il avait fermé le livre ancien et demandé à Ruri s'il était vraiment nécessaire qu'il aille rencontrer les seigneurs immédiatement. Puis avait calmement affirmé qu'il savait très bien pourquoi sa fiancée portait le titre de grand-duc Valdrova. Parce qu'elle était celle qui avait détruit le dragon noir Godwyn, celui qui avait répandu l'aura démoniaque donnant naissance au roi démon, recevant ainsi le titre et les terres de l'Est de la part de l'Empire. Ruri avait alors expliqué que la mission la plus importante de Valdrova était de subjuguer les monstres, donc en tant que fiancé, il devait intervenir pour diriger les seigneurs et gérer le territoire à sa place. Elle avait résumé en disant que le maître s'occuperait des combats externes tandis qu'il s'occuperait des affaires internes, faisant réaliser à Ferda, entre rire et larmes, qu'il était sur le point de devenir celui qui porterait le fardeau des tâches ménagères main dans la main. Réalisant que lui remettre le pouvoir de gouverner était en fait un test de confiance de l'autre partie, Ferda sourit avec assurance et accepta résolument la réunion. De retour au présent, Ferda déclara à voix haute devant les seigneurs qu'il était l'homme sur le point de devenir le mari du dragon de feu Valdrova et demanda à ce que la discussion commence. Ferda demanda froidement aux seigneurs comment ils voulaient qu'il s'adresse à eux. Les seigneurs furent surpris, réalisant qu'il n'était pas du tout quelqu'un de facile, et comprirent avec panique que la manière de s'adresser déterminerait maintenant la hiérarchie du pouvoir entre les deux parties. Le vieux seigneur eut un sourire narquois et répondit sournoisement qu'il n'était à l'origine que des seigneurs sous les ordres du dragon de feu. Et qu'il devrait naturellement respecter son fiancé, mais il laissa immédiatement échapper une remarque sarcastique. Rappelant que les seigneurs assis ici avaient juré loyauté à l'Empire avant même la naissance de Ferda. Puis fit pression sur lui, exigeant qu'en tant que fiancé, il montre un respect approprié envers ses aînés. Face à cette provocation, Ferda libéra une pression sombre et oppressante dans l'espace, exigeant d'une voix grave qu'il donne une réponse définitive sur la question de savoir s'il devait s'adresser à eux en tant que supérieur ou subordonné. Écrasé par cette pression terrifiante, le vieux seigneur se mit immédiatement à transpirer à grosses gouttes et baissa la tête en signe de reddition, admettant qu'il était tout à fait approprié de s'adresser à eux comme à des subordonnés. Rétractant la pression, Ferda déclara calmement qu'il n'interviendrait pas directement dans la gestion de leur territoire, les laissant diriger ou exploiter le peuple à leur guise. Ce qui mit en colère un seigneur qui frappa violemment la table de la main, rugissant pour lui demander s'il les calomniait d'exploiter leur propre peuple. Ferda ouvrit calmement les mains, faisant semblant de s'excuser, expliquant qu'il s'était seulement mal exprimé et n'avait pas l'intention d'offenser. Cependant, les yeux de Ferda brillèrent d'un regard glacial, poussant le seigneur en colère à jurer qu'il comprenait maintenant pourquoi il avait été expulsé par sa famille. Il pointa directement Ferda du doigt, hurlant qu'un être banni par une famille de chevaliers comme lui n'avait aucun droit d'être arrogant devant un mage du 4e cercle comme lui. En entendant parler du niveau du 4e cercle, Ferda murmura calmement que ce niveau était à la rigueur acceptable. Laissant le seigneur stupéfait, écarquillant les yeux de folie car il n'en croyait pas ses oreilles. Ces paroles de mépris touchèrent son ego, provoquant l'activation féroce d'un cercle magique rouge dans le dos du seigneur. Il canalisa son pouvoir magique dans la gemme sur sa poitrine, rugissant qu'il allait donner une bonne leçon à cet insolent fiancé du premier cercle. Face à cette fureur, Ferda leva doucement la main pour lui faire signe de s'arrêter et dit avec désinvolture qu'il avait une proposition très intéressante. Il sourit d'un air invitant, proposant résolument que tous deux s'engagent dans un duel magique pour vérifier la véritable force d'un mortel du premier cercle. La nouvelle d'un duel sans précédent entre un mage du premier cercle et un archimage du 4e cercle se répandit rapidement dans l'arène. Observant le combat depuis les tribunes,
les seigneurs murmuraient qu'ils croyaient que le résultat était déjà très clair et espéraient que Thessalo donnerait une leçon aux novices. Tandis que Ruri observait discrètement, se demandant secrètement si Thessalo allait vraiment retenir ses coups contre Ferda. Se tenant face à face au milieu de la vaste arène, l'atmosphère tendue entre les deux commença à envelopper tout l'espace. Ferda demanda calmement à son adversaire quel type de magie il avait l'intention d'utiliser dans cette épreuve de force. Thessalo fronça les sourcils de colère, considérant que le fait de demander à un adversaire de révéler son atout avant le match était extrêmement impoli. Mais ensuite il sourit d'un air méprisant, demandant sarcastiquement s'il avait peur et l'autorisant à se rendre immédiatement. Puis libéra un féroce pouvoir magique autour de lui, déclarant à haute voix qu'il utiliserait un sort de 4e niveau appelé Explosion magique. Les spectateurs dans les gradins furent secoués de panique en apprenant qu'il s'agissait d'une magie dédiée à la destruction pure, craignant que Ferda ne puisse pas survivre s'il était touché de plein fouet. Indifférent à cette menace, Ferda répondit calmement et déclara publiquement que la magie qu'il lancerait était le projectile magique. Thessalo se moqua de lui en voyant qu'il comptait utiliser une magie d'initiation basique, mais Ferda affirma secrètement qu'il ne pouvait absolument pas perdre. Ferda sourit, fit un signe de la main avec calme, et affirma qu'il connaissait par hasard beaucoup de principes magiques. Faisant grincer des dents Thessalo, qui serra furieusement la gemme sur sa poitrine et rugit en maudissant Ferda comme un morveux insolent et arrogant. Le cercle magique rouge explosa férocement autour de Thessalo lorsqu'il leva la main, hurlant la menace de déployer un pouvoir destructeur pour l'effacer sans laisser de traces. Observant calmement l'aura meurtrière épaisse qui s'élevait, Ferda réalisa secrètement que son adversaire augmentait délibérément la puissance de son pouvoir magique par la colère. Lâchant une remarque sarcastique de pitié face à la faiblesse de son ennemi, Ferda contrôla instantanément les 3 projectiles magiques cramoisis qui déchirèrent l'air en se précipitant vers l'avant. Faisant écarquiller les yeux de Thessalo, effaré et abasourdi par la trajectoire d'attaque inhabituelle de l'adversaire. Les yeux bleus de la mer toujours calmes sans la moindre ondulation, Ferda concentra nonchalamment son pouvoir sur son doigt et déclara que ce match était déjà terminé. Submergé par la vitesse terrifiante, Thessalo leva précipitamment les mains et se crispa pour déployer une magie défensive afin de résister au déluge de projectiles magiques. Cependant, Thessalo se figea, transpirant à grosses gouttes, lorsqu'il vit l'attaque magique rouge frôler son corps sans causer le moindre dommage. Le vieux comte réalisa avec stupeur que Ferda ne le visait pas du tout depuis le début, mais avait directement brisé les points de liaison sur le cercle magique incomplet. Le cercle magique de Thessalo se brisa instantanément en morceaux sous la frappe précise de Ferda. Faisant que le vieux seigneur se retourna en panique, les yeux écarquillés de choc, n'en croyant pas ses yeux en voyant que le cercle magique avait été complètement détruit. Levant les mains pour couvrir son visage face au contre-coup de la féroce vague magique, Thessalo se demanda en tremblant si c'était vraiment le niveau d'un mage du premier cercle. En regardant la sphère magique brillant au-dessus de sa tête, Thessalo réalisa amèrement que détruire un cercle magique était quelque chose que même lui ne pouvait pas faire. Le bras de Thessalo tremblait violemment alors qu'il s'appuyait sur le sol de pierre, ayant complètement perdu son pouvoir magique et sa résistance. Le vieux comte s'effondra à genoux sur le sol, trempé de sueur, complètement épuisé après le cruel contre-coup. Expirant des bouffées d'air chaud avec un regard effondré, Thessalo admit amèrement qu'il avait été vaincu par les mains de quelqu'un qu'il avait autrefois méprisé. Ferda s'avança lentement et se tint fièrement à côté de lui, demandant calmement s'il avait accepté la défaite ou non. Faisant que Thessalo leva les yeux avec choc, hésitant et incapable de prononcer un mot face à l'aura du jeune fiancé. Puis il serra les dents pour endurer la honte, déchiré intérieurement alors que le désir de devenir plus fort brûlait farouchement dans son cœur. Sur le sol de l'arène, Thessalo baissa la tête et admit amèrement officiellement sa défaite, provoquant un tumulte de surprise dans les gradins lorsqu'un archimage du 4e cercle s'effondra face à un adversaire du 1er cercle. En entendant quelqu'un murmurer des soupçons selon lesquels la tribu des dragons était intervenue en secret, Ruri fit craquer ses jointures et menaça d'arracher les yeux de quiconque oserait mépriser la victoire du fiancé. Thessalo s'agenouilla pour louer respectueusement le talent de Ferda, tandis qu'il répondait poliment que sa magie était excellente et le rassurait grandement quant aux forces de l'Est. Gardant un sourire respectueux, Thessalo exprima son honneur de rencontrer le mari du dragon de feu, secrètement heureux que sa rétrogradation de la capitale royale ait apporté cette opportunité. En entendant l'autre mentionner sa rétrogradation de la capitale royale, Ferda lui demanda son identité et reçut comme réponse qu'il s'appelait Thessalo Vulture. Fouillant dans les souvenirs de sa vie passée à propos du nom Thessalo Vulture, Ferda leva légèrement la tête en réalisant, faisant sursauter le vieux comte qui se demanda s'il le connaissait bien. Pour que les yeux bleus de Ferda deviennent soudainement glaciales,
alors qu'il déclara calmement qu'il était son grand bienfaiteur dans sa vie antérieure. Puis avant que Thessalo n'ait eu le temps de demander d'un air hébété depuis quand les deux s'étaient rencontrés, Ferda pointa résolument son doigt directement au milieu du front de l'autre. Avec une expression cruelle et sans la moindre hésitation, Ferda tira immédiatement sa technique ultime, le projectile magique, à bout portant juste devant le visage de l'ennemi. Faisant que la tête de Thessalo fût projetée en arrière dans une brutale explosion magique, mettant fin à la vie de celui qui l'avait autrefois persécuté. Les seigneurs dans les gradins écarquillèrent les yeux de panique, figés face à la scène horrifiante qui venait de se produire. Alors que le corps de Thessalo s'effondrait sur le sol de pierre recouvert de sang frais, tandis que Ferda se tenait toujours fièrement debout, ses vêtements tachés de sang. Les yeux bleus de Ferda brillèrent d'un regard glacial, affirmant secrètement qu'il ne pouvait absolument pas laisser l'ennemi survivre pour causer de la douleur à sa fiancée. L'atmosphère à l'intérieur de l'arène sombra dans un silence étouffant, lorsque la pression sombre de Ferda enveloppa tout l'espace. Les seigneurs tremblèrent en regardant la silhouette de Ferda debout calmement à côté du cadavre de Thessalo au milieu du hall. Où le cadavre du vieux comte gisait dans une mare de sang frais, preuve de la fin tragique de celui qui osait mépriser le fiancé du dragon de feu. Les visages exsangues, les seigneurs transpirèrent à grosses gouttes de panique lorsqu'ils réalisèrent qu'ils venaient d'exécuter directement un noble du royaume. Ils murmurèrent en tremblant, attribuant son acte brutal au crime de meurtre d'un noble, car le coup fatal avait eu lieu juste après que le duel eût été décidé. Cependant, bien que leurs cœurs fussent remplis de colère et de panique, personne dans les gradins n'eut le courage de s'avancer pour affronter son regard menaçant. Lorsque Ferda enjamba lentement le cadavre, se tourna vers les seigneurs tremblants et sourit en leur demandant pourquoi tout le monde avait l'air si raide. Ferda dit avec désinvolture aux seigneurs de ne pas s'en soucier car cet homme méritait d'être puni, affirmant que s'il était resté en vie, le grand-duc aurait souffert. Le vieux seigneur demanda avec panique pourquoi le meurtre d'une personne rencontrée pour la première fois était lié à la sécurité du grand-duc. Alors Ferda sourit légèrement avec une tache de sang frais sur la joue, et expliqua calmement que le grand-duc Valdrova avait toujours souhaité le bonheur de l'humanité. Et qu'elle était un seigneur bienveillant qui, bien qu'ayant un corps de dragon, se battait toujours pour protéger le monde, mais Thessalo allait secrètement à l'encontre de ce noble souhait. Il dit nonchalamment qu'il était difficile de le prouver car c'était une tragédie se produisant dans un futur lointain, laissant les seigneurs abasourdis et se demandant s'il était fou. Quand Ferda les rassura résolument qu'il n'avait pas à s'inquiéter car il ne se souciait absolument pas de ce que faisaient les seigneurs restants. Quittant le hall après la discussion, la calèche transportant Ferda roulait lentement sur le chemin de terre caoteux. Où Ferda tomba de fatigue, tenant son front à l'intérieur de la cabine, sous l'observation silencieuse de la servante Ruri. Transpirant abondamment de vertige, Ferda réalisa amèrement qu'il souffrait d'un violent mal de tête après le duel. Il pensa secrètement que la rencontre avec Thessalo était inattendue, et que l'attaque du projectile magique de tout à l'heure avait drainé toute la petite quantité de pouvoir magique qu'il avait accumulé depuis si longtemps. En outre, les secousses de la voiture rendirent Ferda gravement malade, se souvenant secrètement des voitures magiques modernes qui n'avaient pas encore été inventées à cette époque. Félicitant sarcastiquement sa performance, Ruri joignit les mains et dit que le fait d'exécuter un fidèle serviteur lors de leur première rencontre causerait d'innombrables problèmes pour les fiançailles. Faisant que Ferda demanda avec surprise si elle parlait de Thessalo, et reçut comme réponse de Ruri qu'il était en fait un seigneur très fidèle au dragon de feu. En entendant cela, Ferda gémit d'agacement et demanda curieusement si ce vieux seigneur était vraiment un fonctionnaire intègre. Ruri répondit nonchalamment que Thessalo était du genre à accepter des pots de vin de façon modérée, il était donc considéré comme le meilleur de la région de l'Est, car les autres seigneurs étaient si cruels qu'ils pillaient les biens publics même sur les champs de bataille à la frontière de la vie et de la mort. S'appuyant sur le siège de la calèche, Ferda affirma calmement que les fiançailles se dérouleraient comme prévu car il avait une raison tout à fait légitime de détruire Thessalo. Il appuya doucement sa main sur son front, réfléchit, confiant dans le fait de détenir tous les sombres secrets de la famille Thessalo de par les souvenirs de sa vie passée. En regardant le sac de voyage à côté de lui, Ferda se remémora secrètement les terribles tâches laissées par cette famille. Et affirma qu'en ce moment même, la famille Vulture commettait encore secrètement des crimes atroces impardonnables. Immédiatement après avoir posé le pied au manoir Vulture, le vieux majordome baissa respectueusement la tête pour saluer le fiancé et la servante du grand-duc venu en visite. Voyant le vieux majordome rapporter respectueusement que le maître était actuellement absent, Ferda agita nonchalamment la main et annonça que Thessalo était mort, ce qui fit figer le vieil homme de panique. Avant que le vieux majordome n'ait pu reprendre ses esprits, Ferda lui jeta résolument le sac qu'il portait dans les mains et lui dit de le prendre.
Ruri demanda alors nonchalamment au vieil homme d'accrocher ce sac à l'endroit le plus visible juste devant la porte de la ville, ce qui fit transpirer le vieux majordome, confus et ne comprenant pas ce qui se passait. Ouvrant le sac pour regarder à l'intérieur, le vieux majordome sursauta et écarquilla les yeux de stupeur lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait de la tête décapitée de son maître Thessalo. Le manoir tout entier fut soudain secoué par les cris tragiques du majordome qui résonnaient dans tout l'espace. Entrant directement dans la chambre privée de Thessalo, Ferda pensa secrètement que les actions de tous deux en ce moment n'étaient pas différentes de celles de fouiller une maison abandonnée. Ruri rappela qu'il devait trouver des preuves de corruption pour justifier la décapitation, et Ferda rétorqua sarcastiquement que c'était elle qui avait réellement décapité Thessalo. En entendant Ruri menacer d'annuler les fiançailles, Ferda changea précipitamment de sujet en découvrant une porte de chambre secrète cachée sous le lit. Il se pencha à la hâte pour tâtonner avec ses mains autour, pensant secrètement que le mécanisme d'activation devait être caché dans cette zone. Quand Ruri s'avança soudainement et lui demanda résolument de s'écarter, faisant sursauter Ferda qui leva les yeux, hébété. Les yeux de dragon de Ruri brillèrent d'un éclat acéré, elle lança instantanément un coup de poing d'une puissance terrifiante qui frappa lourdement le sol. Le coup de poing fit éclater le pouvoir magique et déchira le plancher de bois, détruisant toute la structure et ouvrant un passage secret menant directement à la zone en dessous. Ruri se retourna calmement pour dire que le chemin était ouvert et le pressa de descendre, laissant Ferda figée et sans voix face à l'autoritarisme de la servante. Tous deux descendirent lentement les marches de pierre menant au fond de la chambre secrète sombre et teintée d'un rouge magique. À peine leurs pieds touchèrent-ils le sol qu'ils durent immédiatement lever les mains pour se boucher le nez en raison de la forte odeur de sang putride qui envahissait l'espace. Ce qui apparut devant leurs yeux était un laboratoire secret jonché de cadavres déformés d'humains et de bêtes magiques, preuve d'expérience brutale. Ces sales traces confirmaient que Thessalo était un disciple du roi démon, ceux qui ont rejeté leur humanité pour chasser frénétiquement le pouvoir obscur. S'approchant pour observer les corps enchaînés, Ferda réalisa que Thessalo était un nécromancien qui cousait secrètement les organes de soldats morts au combat à ceux des bêtes magiques. En voyant cette vérité morbide, Ruri grinça des dents de colère, ses yeux de dragon brillant d'une intention meurtrière haineuse face à la monstruosité du Seigneur. Ruri affirma que le crime de disciple du roi démon était suffisant pour écraser toutes les accusations de meurtre d'un noble, puis elle plissa les yeux de suspicion et demanda comment Ferda connaissait si bien cet endroit. Parcourant la pile de documents de recherche dans ses mains, Ferda se tint debout, pensif sous l'observation de Ruri. Les yeux bleus de Ferda s'écarquillèrent de surprise lorsqu'il s'exclama secrètement de joie pour avoir trouvé la chose qu'il cherchait soigneusement. Qui était le chef-d'œuvre sans nom de Thessalo, la légendaire méthode de condensation magique infinie. Les souvenirs de sa vie passée affluèrent lorsque le gars Thessalo en cape avait un jour révélé joyeusement à Ferda que les bêtes magiques avaient la capacité de produire continuellement du pouvoir magique par elles-mêmes. Cependant, la source de pouvoir magique des monstres était trop chaotique et sombre pour que les humains puissent l'absorber directement. Mais le gars rusé sourit alors d'un rire fou, émettant l'hypothèse que s'il pouvait simuler ce mécanisme de production de pouvoir magique et le purifier en une source de pouvoir magique pur, alors les humains posséderaient une force infinie dépassant les limites des cercles magiques, ce qui fit que Ferda dans sa vie passée demanda curieusement ce qu'il comptait en faire. Thessalo rugit follement qu'il utiliserait cette technique secrète avec l'armée de monstres immortels pour massacrer les nobles de la capitale royale qu'il avait rétrogradé ici. Tandis que le seigneur était toujours absorbé dans son illusion d'atteindre le niveau d'archimage, Ferda dans sa vie passée s'était tenu derrière lui, accumulant silencieusement le pouvoir magique cramoisi sur le bout de son doigt. Puis lança froidement l'attaque du projectile magique qui lui ôta la vie afin de voler la technique secrète pour servir sa propre vengeance brutale. Tenant la pile de documents dans ses mains, Ferda pensa secrètement au fait que la technique secrète sans nom qu'il avait aidé à atteindre le 8e cercle dans sa vie passée tombait maintenant à nouveau entre ses mains. Il comprenait bien que s'il continuait à étudier cette technique secrète, il atteindrait rapidement le royaume des archimages à une vitesse multiple. Faisant que Ruri dit sarcastiquement que ce désir prouvait qu'il était vraiment un mortel, soulignant que l'auteur était mort, donc même s'il se l'appropriait, personne ne le saurait. La servante adressa des félicitations pleines de sarcasme, appelant cela l'opportunité ultime pour l'humanité d'atteindre le pouvoir qu'elle a toujours désiré. Cependant, alors même que Ruri continuait à se moquer de lui pour s'être approprié le travail de recherche, Ferda refusa résolument. Puis il rendit nonchalamment toute la pile de documents à Ruri et lui donna l'ordre de tout détruire proprement à l'intérieur de cette pièce. Ruri était stupéfaite et étonnée, demandant s'il était sérieux, doutant qu'un mage ne soit pas du tout tenté par cette somme inestimable de connaissances magiques. Ferda admit calmement que cette recherche était capable de bouleverser le monde magique tout entier,
mais l'écarta immédiatement, considérant qu'elle était totalement sans valeur. Car il affirmait qu'au lieu de laisser la tentation d'un pouvoir brutal apporter de la douleur au dragon de feu comme dans sa vie passée, il valait mieux l'effacer complètement et immédiatement. Et les yeux bleus de Ferda brillèrent d'une détermination absolue lorsqu'il ordonna de réduire en cendres toute la chambre secrète. En écoutant sa demande, Ruri regarda pensivement la pile de documents dans ses mains et répondit nonchalamment que c'était une tâche extrêmement facile pour elle. Le feu magique bleu s'enflamma et explosa depuis la main de Ruri, brûlant instantanément la pile de documents de recherche. La mer de flammes bleues explosa farouchement, recouvrant tout le laboratoire, incinérant tous les cadavres et les sombres traces. Observant silencieusement les flammes, Ferda réfléchit secrètement au principe de la magie qui reflète les émotions du lanceur, et à la haine qui avait manipulé et englouti Thessalo. Il comprenait bien que Thessalo avait également porté le cercle rouge, contenant les flammes d'une haine brutale non moins importante que la sienne dans sa vie passée. Et que s'il héritait de cette magie pleine de haine, il serait à nouveau englouti par des émotions meurtrières, il était donc déterminé à la jeter. Pour enterrer également l'entité pécheresse de son passé, celui qui avait dû se forcer à sombrer dans la haine juste pour survivre. Le regard bleu calme regardant les flammes brûlantes, Ferda sourit légèrement et laissa échapper un murmure détendu disant que tout brûlait en effet très bien. Debout à côté de lui en observant cette expression, Ruri le regarda légèrement avec une attitude d'appréhension, le jugeant secrètement comme une personne bizarre et dangereuse aux côtés de son maître. Puis elle soupira, releva la tête et le pressa de quitter rapidement cette chambre secrète puante. Ruri lui rappela qu'il ne devait pas porter cette odeur sombre de sang avant les fiançailles avec son maître, faisant réaliser à Ferda avec sursaut que le grand jour était enfin arrivé. Le jour des fiançailles arriva rapidement dans le magnifique château du grand-duc Valdrova sous un ciel d'un bleu profond. Vêtu d'un élégant costume blanc, Ferda marcha avec Ruri et affirma nonchalamment qu'il avait préparé son brouillon de vœux de fiançailles. Tenant le brouillon de ses vœux dans ses mains, Ferda sourit, louant secrètement sa fiancée qui était en effet extrêmement romantique en organisant la cérémonie de fiançailles avec des vœux écrits par eux-mêmes. Ruri soupira amèrement en se lamentant qu'un puissant seigneur doive organiser la cérémonie dans un endroit aussi misérable, faisant réaliser à Ferda que la servante était extrêmement inquiète pour la dignité de son maître. Ferda comprit secrètement que même si Ruri ne semblait pas aimer ses fiançailles, elle souhaitait toujours sincèrement que Valdrova jouisse d'un bonheur total. Le voyant la regarder, Ruri menaça avec grogne de ne pas abîmer le costume qu'elle avait pris la peine de repasser, ce qui fit sourire Ferda d'un air forcé face à son attitude de colère déversée. Ajustant son col, Ferda demanda à Ruri quelle était la situation de la gestion du territoire après la conférence, estimant que les seigneurs féodaux n'étaient pas du tout capables de prendre en charge la ligne de front. Ruri confirma qu'après avoir reçu l'autonomie, les seigneurs avaient continuellement pillé et exploité le peuple, utilisant la force pour réprimer au point qu'une émeute pourrait éclater à tout moment. Ferda fronça les sourcils, jugeant la situation extrêmement grave, et demanda pourquoi le grand-duc n'était pas intervenu directement alors qu'il suffisait d'une parole pour que les seigneurs se soumettent immédiatement et docilement. Se retournant, Ruri chuchota qu'il comprendrait bientôt pourquoi son maître n'intervenait pas directement. Debout devant la grille fermée, Ferda médita en silence sur les paroles mystérieuses de la servante. Lorsque la grille s'ouvrit pour le guider dans une chambre secrète éclairée par des centaines de bougies étincelantes. Ruri guida respectueusement Ferda pour qu'il s'agenouille à la position rituelle juste devant la gigantesque grille de fer et attende patiemment. Un flux de magie de feu rouge foncé explosa soudainement en tourbillonnant, annonçant le moment solennel du début officiel de la cérémonie de fiançailles. La lourde grille de fer s'entr'ouvrit lentement d'une étroite fissure, émettant une énergie furieuse qui fit trembler le ciel et la terre. Forçant Ferda à serrer les dents pour résister de toutes ses forces à la pression magique oppressante qui semblait vouloir écraser tout son corps. L'œil de dragon gigantesque et étincelant ainsi que des griffes acérées révélées derrière la grille firent trembler Ferda, se demandant s'il était vraiment prêt à faire face à Valdrova. Ruri leva solennellement la carafe de cristal au milieu de la salle, proclamant d'une voix forte l'union entre un simple mortel et un être immortel. Et entonna une louange à l'alliance sacrée, un lien indestructible que ni les pouvoirs célestes ni les tempêtes du temps ne pourraient jamais briser. Ruri versa le liquide pur de la carafe de cristal dans la coupe de Ferda, récitant le serment selon lequel le mortel balayerait sa peur pour devenir accompli. Ferda leva tranquillement la coupe à ses lèvres à deux mains, buvant sereinement la première gorgée de vin de fiançailles. Pour ensuite écarquiller ses yeux bleus océan de stupeur en réalisant que ce breuvage dissipait complètement la violente pression magique du dragon de feu. Ruri continua de verser du vin dans la seconde coupe destinée à Valdrova, chantant que l'être immortel effacerait le néant du flux temporel infini.
la griffe de dragon gigantesque s'étira maladroitement à travers la fissure de la porte, tremblant en essayant d'attraper la petite coupe sur la table. Cependant, sa taille démesurée fit renverser accidentellement la coupe par le dragon de feu, répandant tout le vin sur le sol et forçant la cérémonie à recommencer depuis le début. Un moment plus tard, Ferda avait le visage rouge pivoine, complètement ivre alors que la servante répétait sans cesse le serment et le forçait à boire encore et encore. Les yeux bleus océans de Ferda se troublèrent de vertige, se lamentant intérieurement d'avoir dû boire autant de coupes pour sa toute première fois dans cette vie. Voyant la griffe de dragon renverser à nouveau la coupe pour la nième fois, Ferda fit une grimace, craignant d'être sur le point de s'effondrer. Forçant Ruri, debout à côté, à serrer les dents pour contenir sa colère face à la maladresse répétée de son maître. Ruri demanda la permission de s'absenter un instant, tandis que Ferda restait affalée de fatigue contre la table rituelle. La chambre secrète plongea dans un silence paisible alors que Ferda attendait patiemment tout seul. Quand soudain, les cris de colère furieux de Ruri résonnèrent depuis l'arrière de la grille, faisant sursauter Ferda qui écarquilla les yeux de stupeur. Ruri réprimanda avec colère son maître, lui rappelant que c'était elle qui avait insisté pour se fiancer avec un mortel, imposant tant de difficultés à sa servante. Elle reprocha avec jalousie au dragon de feu de se cacher en douce alors que son fiancé était assis juste devant elle, le plongeant dans une situation embarrassante. Les cris furieux de Ruri résonnèrent dans tout le château, ordonnant au dragon de feu de sortir la tête haute pour saluer et la menaçant de ne pas la pardonner si elle renversait encore le vin. Dès que la grille s'ouvrit en grand, Ferda était déjà complètement épuisée, allongée sans voix sur le sol de pierre. Ferda demanda faiblement à Ruri si elle avait entendu le rugissement terrifiant à l'instant, recevant la réponse désinvolte de la servante que ce rugissement était tout aussi puissant qu'un souffle de dragon. Ruri expliqua en soupirant qu'elle avait été forcée d'agir ainsi parce que son maître souffrait d'anxiété sociale, laissant Ferda extrêmement surpris. La servante révéla que Valdrova cherchait toujours à éviter les humains et ne quittait jamais son repère sauf pour chasser des monstres, plongeant Ferda dans la perplexité quant au déroulement de la cérémonie. Depuis l'étroite fissure de la porte, une main robuste couverte d'une armure de fer rouge vif s'étira lentement vers l'extérieur. Surgissant de derrière la grille, une guerrière vêtue d'une armure de fer ornée de cornes de dragon majestueuse fit sursauter Ferda de stupeur. D'un geste résolu, la guerrière en armure s'avança et s'agenouilla bien en face de Ferda à la table rituelle. Les yeux bleus océans de Ferda se plissèrent en l'observant, se demandant pourquoi sa fiancée cachait son visage sous une armure aussi encombrante. Il se disait que cette tenue ressemblait plus à une préparation pour le champ de bataille qu'à une cérémonie de fiançailles, lorsque Ruri déclara officiellement le redémarrage de la cérémonie. Ruri récita à nouveau d'une voix forte le serment sacré, versant une fois de plus le vin de fiançailles étincelant dans les coupes pour chacun d'eux. Protégé par la solide armure de fer, le dragon de feu s'assit cette fois solennellement pour recevoir la coupe de vin sans rien renverser. Portant sa main gantée vers son casque à cornes de dragon, Valdrova se prépara à retirer sa protection faciale sous le regard de Ferda. Lorsque le casque fut lentement soulevé, révélant des lèvres douces et des mèches de cheveux rouges étincelantes cachées à l'intérieur. Témoin de ce moment de beauté captivant, les yeux bleus océans de Ferda restèrent stupéfaits alors que son cœur rata un battement d'émotion. Cette fois, sous l'insistance de la servante, Valdrova leva prudemment la coupe à deux mains et but la gorgée de vin de fiançailles jusqu'à la dernière goutte. Ses lèvres douces esquissèrent un sourire doux et heureux derrière le casque de fer. Les yeux bleus océans de Ferda contemplèrent cette beauté avec un émoi profond. Ferda réalisa intérieurement que ce vin de fiançailles magique avait complètement dissipé sa peur primordiale, émue par l'attention délicate qu'elle avait préparée pour un mortel. Ruri s'éclaircit la voix et annonça que l'étape suivante de la cérémonie était la lecture des vœux rédigés par chacune des parties. Sortant la feuille de serment de sa poche, Ferda esquissa un léger sourire, pensant que même s'il s'était réincarné, les mots poétiques de sa vie passée n'avaient peut-être plus de sens. Mais il regarda droit vers sa fiancée, lisant sincèrement les lignes jurant que bien qu'elle ne le connaisse pas encore très bien, lui la connaissait parfaitement, elle qui lui avait autrefois offert tout son cœur. Il exprima une profonde compréhension envers Valdrova, qui avait été trahi et calomnié par d'innombrables personnes mais avait vaillamment accompli son noble devoir. Il loua sa grande tolérance à l'égard de ceux qui la haïssaient irrationnellement, et la fermeté de son amour qui n'avait jamais faibli et avait éveillé son âme. Ferda leva bien haut la feuille de serment devant le dragon de feu, prononçant d'une voix forte le serment le plus sincère de sa vie en ce moment précis. Il déclara fermement que tout comme elle lui avait offert tout son cœur autrefois, il jurait cette fois d'offrir le sien à sa seule et unique souveraine. Regardant le dragon de feu immobile dans son armure de fer,
Ferda hésita un instant avant d'ajouter que bien que cela ne soit pas écrit dans le serment, il se sentait immensément honoré d'être fiancé à une beauté aussi sublime qu'elle. En entendant cette déclaration d'amour aussi douce que gnangnan, Ruri se tint à côté en tremblant de gêne. Refoulant son embarras, Ruri s'éclaircit la voix pour annoncer d'un ton fort que c'était maintenant au tour de la mariée de lire ses vœux de fiançailles. Mais Valdrova, dans sa gigantesque armure de fer, se leva soudainement à la surprise générale. Sans prononcer un seul mot, le dragon de feu tourna le dos de manière décisive à son fiancé. Puis marcha d'un pas rapide pour retourner directement à l'intérieur de la chambre secrète. La gigantesque grille de fer se referma aussitôt dans un grand fracas, enfermant le seigneur dragon timide dans l'obscurité. Ruri s'inclina alors avec un grand sourire en annonçant haut et fort que la cérémonie de fiançailles était officiellement terminée, laissant Ferda pantois et pétrifié face à cette fin inattendue. De derrière la grille fermée, la voix de Valdrova résonna pour s'excuser et demander si elle pouvait partir en retraite pensive pendant 3 jours à cause de son extrême timidité. Faisant doucement fermer les yeux à Ruri qui sourit en joignant les mains, rempli de bonheur face à la timidité incroyablement adorable de son maître. Ruri fit l'éloge enthousiaste de son maître, admirant la fière tactique de frappe et de fuite du dragon qui avait donné à ce gamin arrogant une bonne leçon. Puis affirma que l'avantage était désormais entièrement entre ses mains, mais s'arrêta soudain en voyant la pile de papier volter et demanda avec scepticisme si c'était vraiment son intention initiale. Car devant elle en ce moment, l'immense dragon de feu se tenait timidement la tête parmi les papiers éparpillés, bien qu'il ait été auparavant extrêmement impatient d'assister à la cérémonie de fiançailles. Valdrova confessa avec hésitation qu'elle voulait aussi vraiment lire elle-même les vœux qu'elle avait préparés pour accueillir son fiancé. Ce qui fit plisser les yeux de Ruri de surprise, demandant avec confusion pourquoi elle ne l'avait pas fait. Pour que le dragon de feu admette avec hésitation qu'elle manquait totalement de la confiance nécessaire. Et cria de honte qu'elle n'avait pas le courage de le regarder dans les yeux et de parler. Elle se souvint secrètement de la silhouette de Ferda agenouillée à la table de cérémonie, avec un regard perçant qui semblait voir à travers son âme et une voix douce qui submergeait l'espace. Et avoua que chaque fois qu'elle faisait face à son visage calme et à ses yeux bleus profonds, son esprit devenait complètement vide à cause d'une timidité excessive, laissant Ruri, qui se tenait à côté, soupirer sans voix devant le manque de volonté de son maître. Poussant un profond soupir, Ruri baissa la tête et s'excusa auprès de son maître de devoir mentionner une question désagréable en ce grand jour. Puis lui rappela de toujours se préparer mentalement aux éventuelles déceptions, amenant le dragon de feu à demander d'un air perplexe ce qu'elle voulait dire. Voyant cela, Ruri expliqua calmement que Ferda était désormais officiellement son fiancé et qu'il gouvernerait les à sa place, tout en l'avertissant que les humains étaient très enclins à la corruption et à changer de cœur dès qu'ils détenaient le pouvoir, tout comme ce que le troisième prince avait fait par le passé. En entendant cela, les yeux de dragon de Valdrova s'assombrirent légèrement, sombrant dans un silence pensif. Faisant que Ruri s'empressa de baisser la tête pour s'excuser d'avoir ravivé des souvenirs amers d'il y a plusieurs décennies, mais Valdrova répondit seulement doucement qu'elle comprenait parfaitement ses inquiétudes. Regardant le ciel nocturne scintillant de clair de lune, le dragon de feu pensa secrètement que la vie d'un mortel finirait un jour par s'évanouir. Il valait donc mieux enfouir ses émotions palpitantes au plus profond de son cœur. Au même moment dans la pièce, Ferda poussa un long soupir après la fin de la cérémonie, n'arrivant toujours pas à croire qu'il était vraiment fiancé à Valdrova. Puis il se laissa tomber sur le lit, sentant que tout ce qui venait de se passer était très étrange et ressemblait à un rêve. Levant la main vers le plafond, Ferda se remémora silencieusement sa vie antérieure, lorsqu'il était consumé par la haine et la colère, n'ayant de place pour aucune autre émotion. Mais maintenant, l'image du doux sourire de Valdrova derrière son armure de fer apparaissait continuellement dans son esprit. S'asseyant sur le bord du lit, Ferda se dit que sa vie dans cette incarnation avait complètement changé. Ses yeux bleus brillèrent d'un regard déterminé alors qu'il se remémorait continuellement le doux moment qu'il venait de vivre. Faisant exploser et tourbillonner violemment le cercle rouge dans son corps, le laissant perplexe, se demandant quelle était finalement cette émotion. Il comprenait qu'un cercle magique violent pouvait détruire son lanceur, mais que s'il parvenait à le maîtriser, c'était une excellente occasion de percer. Marchant avec sa valise à la main, Ferda était confiant que, puisqu'il s'était tenu au sommet dans sa vie antérieure, retrouver sa force ne serait pas du tout difficile. Regardant le verre de vin de fiançailles contenant une magie tourbillonnante, il évalua silencieusement que ce qui était nécessaire maintenant était la volonté et le pouvoir magique. Et bien que le pouvoir magique d'un mage du premier cercle soit limité, la volonté d'un archimage l'aiderait quand même à guider le violent flux de magie sans en gaspiller une seule goutte.
Pour condenser avec succès le deuxième cercle magique, atteindre officiellement le niveau de mage du deuxième cercle et se rapprocher un peu plus du dragon de feu. Regardant le château baigné par le soleil matinal, Ruri s'exclama de surprise en apprenant que Ferda avait atteint le niveau de mage du deuxième cercle en seulement 3 courts jours. Puis elle loua avec admiration sa vitesse de croissance étonnante, admettant qu'elle avait été très curieuse de savoir ce qu'il faisait enfermé dans sa chambre ces derniers jours. Tout en demandant curieusement si tous les mages possédant un cercle rouge se développaient aussi rapidement. Ferda répondit calmement que cela dépendait de chaque personne et souligna que la croissance du cercle rouge s'accompagnait toujours d'effets secondaires dangereux. Il expliqua que chaque fois qu'un nouveau cercle était condensé, le lanceur devait chercher une plus grande stimulation, et l'émotion la plus intense dont le cercle se souvenait serait gravée pour faire partie de son être. Il se souvint silencieusement de sa vie antérieure, lorsqu'il avait éveillé le cercle par la haine, ce qui l'avait poussé à chercher continuellement des cibles à haïr même une fois sa vengeance accomplie. Mais son fil de pensée fut immédiatement interrompu lorsque la porte devant lui s'ouvrit lentement. Ruri présenta solennellement que ce serait le bureau exclusif de Ferda en tant que représentant de la grande-duchesse. Observant la pièce luxueuse préparée avec soin dans les moindres détails, Ferda ressentit silencieusement la prévenance et la délicatesse que le dragon de feu accordait à son fiancé. Ce qui le fit soupirer doucement, secrètement touché en réalisant que toutes ces faveurs qu'elle faisait n'étaient destinées qu'à un mortel comme lui. Assis au bureau, Ferda croisa les mains et déclara calmement qu'il commençait son premier travail en tant que régent de la grande-duchesse. Il évalua que ce territoire semblait avoir été complètement négligé auparavant, car la grande-duchesse ne l'avait jamais géré directement. Mais depuis qu'il avait dénoncé les crimes et exécuté publiquement Thessalo, les nobles de la région avaient commencé à être terrifiés et à agir avec une extrême prudence autour de lui. Tout devenait beaucoup plus facile grâce à l'aide efficace et décisive de la servante Ruri. Ferda prit une plume d'oie pour écrire des lettres au seigneur, tandis que Ruri demandait curieusement quel message il comptait envoyer lors de sa première salutation officielle dans son nouveau poste. Et reçut la réponse de Ferda qu'il se rencontrerait très souvent, car il interviendrait directement et profondément dans les affaires intérieures en tant que régent. Dans la lettre, il avertit que si quelqu'un avait l'intention de s'opposer à cette décision, il valait mieux ne pas répondre, considérant cela comme le dernier respect qu'il leur accordait, puis apposa son sceau et signa Ferda Valdrova. Après avoir réglé le sort des nobles, le prochain problème auquel il devait faire face était la menace des bêtes magiques féroces. Ces monstres qui polluaient les terres cultivables par leur seule présence, poussant d'innombrables civils vers une mort tragique. Bien que la grande-duchesse Valdrova puisse réprimer seule les bêtes magiques de niveau catastrophe, sa force avait encore des limites car elle ne pouvait pas arrêter toutes les meutes de petits monstres cachés partout. Pour résoudre le problème de main-d'œuvre, Ferda affirma que la première chose à faire était de recruter des personnes talentueuses, amenant Ruri à demander curieusement s'il avait déjà quelqu'un en tête. Et immédiatement, il lui tendit nonchalamment un papier avec une liste de candidats prometteurs. Baissant les yeux sur la liste d'un regard dubitatif, Ruri lut à tour de rôle les noms inconnus tels que Cernel Marquis, Jed Swallow, et Shinna Filiaouelu. Fronçant les sourcils de confusion, Ruri demanda s'ils devaient vraiment aller chercher eux-mêmes le premier candidat sur la liste. Elle grommela quand la destination s'avéra être Escleia, la cité des érudits, juste pour traquer un érudit inconnu dont personne n'avait jamais entendu le nom. Marchant à grands pas dans la rue bondée, Ferda expliqua calmement que cette personne était un génie qui n'avait pas encore eu l'occasion de briller, malgré le scepticisme persistant de Ruri quant à son choix de n'importe qui pour diriger le gouvernement. Voyant Ruri insister pour savoir s'il venait d'inventer cette liste au hasard, Ferda le nia immédiatement et affirma que la collecte d'informations sur ces personnes lui avait pris beaucoup de temps. Car ses yeux bleus s'assombrirent légèrement alors qu'il se rappelait silencieusement le secret qui se cachait derrière. Il admit secrètement que cette liste était en fait sa liste de cibles d'assassinat dans sa vie antérieure, où il avait fouillé dans toutes leurs réalisations juste pour trouver une raison de haïr et d'exécuter sa vengeance. Quand dans son ancienne vie, il était trop occupé à haïr et à effacer frénétiquement le nom de chaque ennemi de ce monde. Ses yeux affichèrent un regard sombre alors qu'il se souvenait du temps où il devenait fou à chercher des cibles pour évacuer sa colère. Puis il soupira doucement, considérant cela comme de la pure paranoïa, tout en s'asseyant calmement avec Ruri sur un banc de pierre au milieu de la place pour discuter de la façon de trouver la trace de cet érudit. Soudain, la voix joyeuse et marchande d'un vieux commerçant retentit, accueillant le jeune maître et l'adorable petite fille qui l'accompagnait. Il frappa dans ses mains pour attirer le client avec empressement, présentant ses douces brochettes de fruits confits qui se vendaient très bien aux étudiants de l'académie. Profitant de l'occasion, Ferda s'avança pour demander si les diplômés s'arrêtaient souvent par ici, et reçut une confirmation très confiante du vendeur de bonbons.
Ferda posa d'autres questions sur l'identité de l'érudit portant le surnom de Débraillé, amenant Ruri à côté de lui à plisser les yeux avec perplexité devant ce nom étrange. Ce qui fit que Ruri pointa immédiatement du doigt pour le menacer, de peur qu'il n'amène une personne sale au château, tandis que le vieux commerçant s'exclamait que ce surnom était en fait extrêmement célèbre ici. Voyant que le vendeur de bonbons commençait à quémander et à utiliser l'excuse du commerce pour avoir la mémoire floue, Ferda demanda nonchalamment le prix et on lui répondit 5 pièces pour 3 brochettes. Puis n'hésita pas à sortir son portefeuille pour acheter les 3 brochettes, bien que Ruri à côté de lui ait chuchoté qu'une seule brochette suffirait. Réalisant l'action attentionnée de Ferda en achetant des bonbons pour elle, Ruri cligna des yeux avec perplexité, ses joues rougissant légèrement dans une surprise indescriptible. Le vieux commerçant, rayonnant de joie, remit en main propre 3 brochettes de fruits brillants enrobés de sucre aux 2 personnes. Ce qui fit immédiatement briller les yeux de dragon de Ruri, son visage montrant une surprise et une excitation évidente qui ne pouvaient être cachées. Voyant Ferda commenter nonchalamment qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle aime ses douceurs, Ruri rétorqua timidement que ce n'était qu'un stratagème de Potvin pour obtenir des informations précises. Regardant la servante mâcher bruyamment le bonbon tout en révélant des expressions faciales enfantines, Ferda réalisa silencieusement qu'elle n'était pas du tout aussi impassible qu'il le pensait. Les deux continuèrent à marcher ensemble dans la rue, Ferda observant silencieusement Ruri appréciant joyeusement la douce friandise. Jusqu'à ce que Ruri s'arrête soudainement, se retournant pour lui faire face avec une expression légèrement hésitante. Hésitant un instant, elle rougit et lui tendit une brochette de bonbons, demandant maladroitement s'il voulait y goûter. Regardant le ciel de la ville commencer à s'assombrir, Ferda prit la parole pour leur rappeler de se dépêcher pour ne pas rater l'occasion. Puis la conduisit dans une pièce sombre, éclairée uniquement par la lumière vacillante des bougies. À ce moment précis, un chaos inattendu se produisit lorsque l'érudit à lunettes, à l'allure débraillée, tomba à la renverse en panique au milieu de livres éparpillés. Regardant la pile de documents ruinés, l'érudit cria de panique et de désespoir car le travail de recherche qu'il avait minutieusement construit avait été complètement détruit. Parce qu'il était Bernel Marquis, celui qui était autrefois le meilleur major d'entrée à l'Académie Veritas, mais qui avait obtenu son diplôme comme un échec lamentable. Le jour même de la remise des diplômes, un collecteur de dettes l'avait effrontément pris par les épaules pour se moquer de son surnom de débraillé. Puis, avec ses sbires agressifs, l'a encerclé et a commencé à lui extorquer le remboursement de sa dette de manière impitoyable. Tragiquement, le seul bien que ce nouveau major possédait à sa sortie de l'école n'était rien d'autre que des dettes colossales. Ce qui le faisait continuellement poursuivre et menacer pour de l'argent sans un seul jour de paix. Dans le laboratoire sombre, Bernel s'agenouilla en tremblant pour demander une prolongation de délai, mais ne reçut en retour que la colère et les menaces cruelles de son créancier. Critiqué pour les cadavres de monstres puants dans la pièce, Bernel s'empressa de corriger qu'il ne s'agissait pas d'animaux ordinaires mais de bêtes magiques précieuses. Puis expliqua passionnément son projet révolutionnaire de recyclage des cadavres de bêtes magiques en pierre magique qui pourrait changer tout le continent, bien que le créancier l'ait carrément rejeté. Et l'obligea à répondre si cette grande recherche pouvait rapporter de l'argent immédiatement ou non, faisant admettre à Bernel avec timidité et hésitation que pour le moment, tout n'était pas encore rentable. Le chef des créanciers tira une bouffée de son cigare, retroussant ses lèvres avec mépris pour narguer Bernel d'être un naïf qui ne comprenait pas du tout les règles de fonctionnement du monde. Puis mit la main dans sa poche et proposa de lui ouvrir une porte de sortie pour rembourser sa dette s'il acceptait d'abandonner cette recherche inutile. Il ouvrit le cran d'arrêt dans sa main, forçant Bernel à utiliser son cerveau de génie de major pour fabriquer des armes afin de les vendre avec profit au lieu de s'obstiner dans des projets fantaisistes. Terrifié par la lame acérée, Bernel serra fort la pile de documents dans ses mains, suppliant en tremblant le créancier d'examiner ses autres propositions de projet. Cependant, la seule réponse à cette supplication fut un coup de couteau impitoyable cloué dans le sol de pierre juste à côté de lui. Accompagné du cri de colère du créancier, l'accusant de pousser délibérément le bouchon et de n'avoir absolument pas le droit de choisir dans cette situation. Bien qu'effrayé au point de transpirer à grosses gouttes, Bernel hésitait toujours et s'obstinait à ne pas se plier à cette demande cruelle. Puis il ferma les yeux et hurla qu'il ne pouvait absolument pas fabriquer d'armes létales et supplia qu'on lui donne une autre voie de survie. Perdant toute patience, le chef affirma froidement que les mots étaient inutiles et décocha un coup de pied impitoyable directement sur le pauvre érudit. Faisant que les sbires se précipitèrent pour le rouer de coups, le forçant à s'effondrer et à se tenir la tête, subissant les coups brutaux sur le sol de pierre froid. Aplati sur le sol pour encaisser les coups, Bernel supplia faiblement de ne pas être frappé à la tête et réalisa amèrement qu'il était sur le point d'être battu à mort. Quand soudain une voix calme s'éleva,
exigeant qu'il s'arrête, faisant sursauter l'érudit qui leva les yeux écarquillés de surprise. Ferda et Ruri entrèrent tranquillement dans la pièce, remarquant calmement que le bruit et l'agitation de l'extérieur l'avaient aidé à trouver la bonne adresse. Il se tint fièrement face au collecteur de dettes, déclarant qu'il avait lui aussi des affaires à régler avec l'érudit effondré sur le sol. Regardant l'allure noble et luxueuse de Ferda, le chef des créanciers tira une bouffée de fumée et demanda avec scepticisme s'il était aussi quelqu'un qui s'était fait escroquer de l'argent par Bernel. Entendant Ferda répondre par la négative, le créancier lui dit nonchalamment de faire la queue et d'attendre son tour, car il comptait battre Bernel juste assez pour qu'il puisse encore émettre un son. Les yeux bleus de Ferda se plissèrent légèrement, et il rétorqua calmement que cela causerait de gros ennuis. Car ce dont il avait besoin de cet érudit, c'était de son cerveau de génie et non de sa bouche. Il fit directement l'offre de payer la totalité de la dette à la place de Bernel, ce qui ne manqua pas de surprendre et de choquer le chef et ses sbires musclés. Le chef retroussa immédiatement ses lèvres en signe de défi, déclarant qu'en incluant les intérêts, la dette totale avait atteint la somme colossale de 72 pièces d'or, et doutant qu'un gamin comme lui puisse se le permettre. Sans aucune hésitation, Ruri claqua immédiatement un lourd sac d'or bien rempli sur la table. Faisant éclater le sac pour révéler d'innombrables pièces d'or brillantes, laissant le chef et ses sbires ébahis et stupéfaits par la somme énorme. Le créancier changea immédiatement d'attitude, riant aux éclats pour féliciter Bernel d'avoir eu la chance de trouver un protecteur extrêmement riche. Il tendit joyeusement la main, avec l'intention de ramasser le sac d'or et déclara l'effacement de la dette de l'érudit. Quand soudain il fut attrapé par une main qui lui serra fermement le poignet. Ruri tint froidement la main du chef, tandis que Ferda se tenait à côté, lui rappelant calmement que la transaction n'était pas encore terminée et qu'il n'était donc pas autorisé à toucher à l'argent. Le créancier paniqua et s'irrita, demandant avec méfiance s'ils essayaient de revenir sur leurs paroles et de reculer. Ferda jeta un coup d'œil à Bernel, couvert de blessures, et obligea nonchalamment le chef à payer une compensation car les violences récentes auraient pu endommager le cerveau de l'érudit. Furieux qu'on lui rende les choses difficiles, le créancier lutta de toutes ses forces pour se dégager de son emprise, mais réalisa avec panique que la force de préhension de cette petite servante était si puissante qu'il ne pouvait pas bouger. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Ruri broya de manière décisive le poignet du chef, le faisant hurler misérablement de douleur dans toute la pièce. En entendant le créancier hurler de douleur, Ferda fit nonchalamment signe à Ruri de s'occuper du reste, ce qui la fit soupirer et dédaigner ces personnes comme indignes de son attention. Puis ses yeux de dragon brillèrent d'une intention meurtrière, libérant une violente pression magique qui engloutit toute la pièce. La pression magique terrifiante écrasa immédiatement le chef et tous ses sbires, les aplatissant sur le sol sans pouvoir lever la tête. Le corps entier figé et incapable de bouger, le créancier transpirait de panique, se demandant de quelle sorte de pression cruelle il s'agissait, tandis que Ferda s'avançait lentement et lui présentait deux options. Il exigea que le créancier paie une compensation pour les violences infligées à Bernel, ou accepte de recevoir des coups similaires à ceux que l'homme venait d'endurer. Et ajouta sarcastiquement qu'une personne avide d'argent comme lui n'hésiterait certainement pas à choisir l'option d'être battue. Immédiatement, des cris pitoyables résonnèrent dans tout le coin de la rue alors que la légère séance de coups commençait. Peu de temps après, les créanciers, le visage déformé, traînèrent leur corps pour fuir la pièce, laissant Ruri, qui s'essuyait calmement les mains avec une attitude extrêmement satisfaite. Reconnaissant pour cet acte inattendu de sauvetage de sa vie, Bernel exprima ses remerciements avec émotion et était désemparé, ne sachant pas comment rendre cette faveur. Puis repoussa doucement ses montures de lunettes fissurées, se présenta comme l'érudit Bernel Marquis et demanda timidement l'identité de ses deux bienfaiteurs. Se présentant calmement sous le nom de Ferda Valdrova, il fit sursauter et stupéfia Bernel en entendant le nom associé à la grande famille du Dragon de Feu. L'érudit se prosterna immédiatement et s'inclina à plusieurs reprises, demandant pardon de ne pas avoir reconnu l'époux de la grande duchesse, tandis que Ferda le rassurait nonchalamment qu'il n'y avait rien à blâmer. Puis révéla franchement que la raison pour laquelle il avait pris la peine de venir ici était précisément pour son travail de recherche. En entendant Ferda exprimer son intérêt pour le recyclage des cadavres de bêtes magiques et promettre de fournir une source abondante de matériaux à l'Est, Bernel se leva précipitamment de joie. Puis s'agenouilla, joignant les mains avec émotion en l'entendant promettre de financer entièrement le projet s'il acceptait de déménager au château de Valdrova. Il s'engagea à tout fournir, des fonds et des installations jusqu'aux matériaux, ce qui fit que Ruri, qui se tenait à côté, ne put s'empêcher de murmurer son scepticisme face à l'anormalité de cet érudit. Cependant, la voix de Ferda s'assombrit soudainement lorsqu'il commença à poser sa condition d'échange.
Qui était que Bernel devait utiliser ses recherches pour fabriquer des armes, ce qui éteignit immédiatement le sourire sur le visage de l'érudit. Il répéta le mot arme d'un air absent, le visage plein de confusion et de déception. Pour ensuite refuser résolument cette offre attrayante, affirmant que les armes n'apportaient que des massacres et qu'il souhaitait toujours protéger la paix de cette terre. Regardant un Bernel résolu, Ferda hocha calmement la tête, reconnaissant qu'il était vraiment une personne qui aimait beaucoup la paix. Mais il demanda d'une voix sévère s'il savait combien de villes et bêtes magiques qu'il utilisait comme matériaux avaient massacré à l'Est. Tout en soulignant que tous les 3 jours, la grande-duchesse devait se précipiter sur la ligne de front pour affronter des monstres géants capables de raser toute cette ville en un clin d'œil. Il mentionna avec compassion le fait que la grande-duchesse devait toujours risquer sa vie sur le champ de bataille rempli de dangers imminents. Tandis que ceux qui ignoraient la vérité continuaient à profiter avec insouciance de la paix obtenue au prix de son propre sang et de ses sacrifices. Ferda affirma qu'il avait besoin de quelqu'un pour fabriquer des armes afin de soutenir l'expédition, car c'était la seule façon de partager le lourd fardeau sur les épaules du dragon de feu. Juste après, il lui tendit le parchemin et déclara qu'il voulait recruter cet érudit, toujours moqué par les gens, pour devenir le chef de recherche officiel. En regardant le papier de nomination officiel qui lui avait été remis en main propre, Bernel fut surpris et choqué, les yeux écarquillés par la perplexité, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Bien qu'il tremblait encore et hésitait à fabriquer des armes pour le moment, Bernel Marquis était l'érudit qui ouvrirait plus tard à lui seul la grande ère de l'ingénierie magique. Car Ferda savait bien qu'à l'avenir, cette personne timide se transformerait en un héros qui n'hésiterait pas à entrer en guerre pour protéger la paix du monde.